Partie 3. Chapitre 9. Ma première journée à 200 000 $. L'argent ne fait pas le bonheur de ceux qui n'en ont pas. Boris Vian. Pétrole, New York. Le lendemain de notre escapade à Los Angeles, j'entrais dans la salle à manger et je trouvais Yungan Lama comme d'habitude. Attablé devant son petit déjeuner. Frais comme un gardon, il avait bu son citron pressé et mangé avec un bel appétit. J'avais envie de lui poser une question qui m'intriguait depuis la veille. Quand je suis arrivé à l'ashram, vous m'avez dit qu'il était interdit, entre autres, de boire de l'alcool. Cette règle m'a paru normale et je l'ai volontiers respectée. Mais, hier, vous avez vous-même commandé du vin, absolument sublime, du reste. N'y avait-il pas là une contradiction? Il sourit et me répondit. En apparence, cher John. En apparence seulement. Comment ça? Lui demandai-je, intrigué. Nous n'avons pas fait vœu de chasteté, ni d'abstinence, que je sache. Le bouddhisme, tel que je le pratique, est une philosophie qui enseigne la sagesse, pas une religion qui impose des interdits. Il se trouve seulement que, puisque nous sommes nombreux à cohabiter dans ce ranch, il me paraît naturel qu'il y ait un minimum de règles de vie communes que chacun doit respecter. Sinon notre existence communautaire deviendrait très vite ingérable. Mais pour Thanksgiving, le jour de l'an ou le 4 juillet par exemple, nous servons ici même de l'alcool à table, bière, whisky ou vin, enfin, selon les goûts de chacun. Il était donc normal que, déjeunant hier dans un grand restaurant, nous ne nous soyons pas sentis obligés de boire de l'eau ou je ne sais quel soda pour accompagner des mets aussi fins. À mon sens, c'eût été de très mauvais goût. Il termina ses œufs au plat, se servit de la salade de concombre, puis poursuivit. Mais surtout, John, j'ai tenu à vous imposer ces quelques règles pour vous habituer à la patience et à la discipline. Patience et discipline qui sont indispensables dans le trading, comme elles sont indispensables dans toute forme d'activité humaine. Je ne vous le répéterai jamais assez. Et, puisque nous parlons d'initiation, je vous informe que nous avons une séance ce matin. Il me précéda jusqu'au sous-sol et s'arrêta devant une grande porte en acier. Il l'ouvrit avec une clé qu'il tira de sa poche et qui, selon moi, ne devait jamais le quitter. Je supposais juste, car il prit soin de remettre la clé dans sa poche après avoir ouvert la porte, qu'il referma derrière nous. J'aurais parié sans boc que nous venions d'entrer dans le sein du sein. C'est-à-dire le lieu où il tradait. J'aurais eu raison de parier. C'était une vaste pièce sans ouverture sur l'extérieur, aménagée comme le poste de commandant d'une armée en campagne. Une lumière tamisée pour ne pas blesser les yeux. Au mur, des horloges indiquant les heures de San Francisco, New York, Chicago, Londres, Hambourg et Tokyo, les principales places où il devait opérer. Sous chacune de ces horloges, 2 écrans montrant en direct l'évolution des marchés concernés quand ils étaient ouverts. Pour compléter l'aménagement de ce sanctuaire, un grand bureau, plusieurs ordinateurs, 2 armoires métalliques, quelques œuvres d'art, et une machine à café. Important, ça. Yungan Lama s'installa devant l'un des ordinateurs, connecté sur Bloomberg, et CNN sur un second écran. Puis il m'invita à prendre place à côté de lui. Qu'évoque pour vous le sigle CNN? Me demanda-t-il inopinément. Je lui répondis en toute franchise ce que je pensais réellement. Le monde vu à travers le lorgnon de l'oncle Sam. Bien vu. Mais encore? Je réalisais alors que la réponse était tout bêtement dans la signification du sigle 4, une chaîne d'information permanente, évidemment. Exact. Mais la chaîne, on s'en moque. Ce qui importe, c'est la notion d'information permanente. Autrement dit, d'information politique, sociale, économique, écologique, environnementale, financière, boursière. En bref, une masse de données dont il faut prendre connaissance, et qu'il est nécessaire de trier, analyser, associer, classer, répertorier, mémoriser, and so on. C'est-à-dire un travail énorme de tous les jours, si l'on veut trader sérieusement et, surtout, efficacement. J'appelle cela m'imprégner du news flow, me répondit-il. Il écouta attentivement le point de vue d'un expert en géostratégie sur l'évolution probable des dépenses militaires américaines au cours des années à venir, marché important s'il en est, puis enchaîna. Certains disent que la bourse est un jeu, une sorte de loto pour riches. Je ne suis pas d'accord du tout. Faire de l'argent sur les marchés, c'est un travail, pas un jeu. Si vous venez sur les marchés pour jouer, vous avez perdu d'avance. Travailler avec des produits à fort effet de levier, comme les contrats sur futurs ou les options, implique de passer par des étapes d'apprentissage plus ou moins difficiles selon les individus. C'était l'occasion ou jamais. Je tentais le tout pour le tout, puisqu'il venait de parler de différence entre les individus. Sur un ton neutre, comme s'il s'agissait d'une demande de précision dépourvue d'importance, je l'interrompis pour vérifier s'il confirmerait une intuition que j'avais eue à notre retour de LA. Mais c'est quand même plus facile pour un born fort, non? Évidemment, me répondit-il spontanément,
sans réaliser qu'il venait de se couper et de me livrer pour partie la solution de l'énigme qui m'intriguait tant. D'ailleurs, il poursuivit son propos comme si de rien n'était. C'est pourquoi les bons traders sont aussi rares que les bons coureurs de Formule 1. N'est pas Schumacher qui veut. Vous imaginez facilement toute l'énergie et toute la patience qu'il devait consacrer à son entraînement du temps de sa carrière. En ce qui concerne la patience, je prendrai 2 exemples pratiques. En premier, celui de la construction d'une position acheteuse ou vendeuse sur les marchés. Elle ne se fait pas en bloc, comme on achète en une seule fois 10 paquets de chewing-gum pour les avoir en réserve. Mais par niveau de prix successif. Il faut savoir patienter pour acheter ou vendre à découvert au moment opportun. Sur des niveaux clés, tout en ayant une bonne hygiène du risque. Visiblement, j'émettais quelques couacs dans la compréhension de son discours. Patiemment et méthodiquement, il enfonça le clou. Supposons que vous anticipez que tel ou tel marché va se retourner à la baisse. Mais après vos premières ventes, ce mouvement tarde un peu. Si vous ne voulez pas courir le risque de perdre, il vous faudra avoir la patience d'attendre que ce retournement donne des signes concrets. Donc, vous devrez construire votre position en ayant un money management rigoureux. Et un plan de trading précis sera votre allié durant ces phases de prise de position. Là, je comprenais mieux. Si bien que je lui fis une objection, d'ailleurs évidente. Et si ce retournement ne se produit quand même pas, là, je risque de perdre beaucoup d'argent parce que j'aurai trop patienté. Il sourit malicieusement et, avec un fatalisme fin, me répondit. Dans le trading, on ne gagne qu'à condition d'avoir foi en soi et de bénéficier d'un avantage concurrentiel. Comme dans toutes les activités humaines, d'ailleurs. Et cet avantage concurrentiel, c'est-à-dire celui d'anticiper correctement les fluctuations des marchés, je ne l'obtiendrai qu'à force de travail et de patience, n'est-ce pas? Lui demandai-je, certain de la réponse. Le travail et la patience et le travail, on en revient toujours là. C'est le secret de la réussite en tout domaine. Mais vous oubliez un point essentiel, cher John, déjà évoqué, avoir une méthode adaptée à votre profil psychofinancier. Il resta songeur un instant, puis ajouta. C'est une grave erreur, malheureusement commise par nombre d'intervenants, que de croire qu'on pourrait se mettre au trading et faire fortune l'année suivante. Dangereuse illusion, qui coûte toujours très cher. Seule l'énergie du travail, exploitée intelligemment, avec force et persévérance, finit par rapporter gros. On devrait l'apprendre aux enfants dès l'école primaire. Je tins à apporter une précision. On le leur apprend en général, mais on omet le plus souvent d'ajouter la petite formule magique qui fait toute la différence, exploiter intelligemment. C'est un oubli qui crée de bien gros dégâts, hélas. Fut son seul commentaire. Son attention était attirée depuis quelques instants par l'écran montrant les graphiques 30, 120 et 240 minutes du WTI 7 coté à New York, auquel il jetait de fréquents coups d'œil. À première vue, pour un amateur, les figures n'indiquaient rien de bien particulier. Mais à y regarder de plus près, elles révélaient des informations essentielles, et là, en l'occurrence, une belle figure de retournement. Les cours du Texas Light Sweet paraissent marquer un top majeur. Nous avons sans doute atteint un point bas. Regardez John, le pétrole se trouve à 73,58 $. Il vient de perdre plus de 50% en quelques mois. J'ai lu l'autre jour que certains analystes le voient à 60 $ avant la fin de l'année. Personnellement, je le verrais plutôt remonter sur 150 $ dans les 9 à 12 mois. Pour moi, nous avons atteint récemment un point bas majeur. Il faut donc se mettre, long, sur le pétrole, commenta Young Lama, qui me déconcerta de prime abord par le propos qui suivit. Le trading, c'est comme le sexe. Plus nous sommes en phase avec notre partenaire, plus nous récoltons de plaisir. Plus nous sommes en phase avec les marchés, plus ils nous payent en retour. J'eus l'intuition qu'il devait être à 200% en phase avec le marché du pétrole coté à New York. Ce qu'il ajouta me le confirma. Les bons traders, comme les bons champions sportifs, maîtrisent le concept de « flow ». Ils savent trouver et ensuite rester dans le flow. Autrement dit, être en phase avec le marché et sentir quand la vague favorable prend forme, de manière à avoir l'impulsion émotionnelle et physique de la saisir au bon moment. À ce propos, que sentez-vous en ce moment, si je ne suis pas trop indiscret? Il me répondit sans réfléchir. Que les cours du pétrole vont fortement remonter à très court terme. J'ai une confluence d'indications qui semble le montrer. Et mon feeling le confirme. Mais plutôt que de parier avec vous pour vous prouver que je suis sûr de moi, je vais acheter, pour nous deux, 200 contrats futurs. Ce qui devrait rapporter à chacun d'entre nous dans les 100 000 $ si, comme je le pense, le pétrole monte rapidement sur 83 $. Rassurez-vous, s'il arrivait que je perde, ce qui m'étonnerait, vous ne me devriez rien. Cela dit, il demanda à son courtier d'acheter immédiatement 100 contrats à 74 au marché. Son ordre fut exécuté à 74,15 $.
Il plaça un ordre dans le marché pour 100 contrats supplémentaires à 72,80. Puis il se désintéressa complètement de l'opération et ne prit même pas la peine de surveiller l'évolution des cours sur l'écran. Pour tout commentaire, il se contenta de me dire « Rester le nez collé sur vos écrans est parfois le meilleur moyen de passer à côté de beaucoup d'argent. Il m'arrive de prendre une position et d'aller faire une sieste, si ce n'est autre chose, précisa-t-il d'un air malicieux. Puis il demeura silencieux un moment, comme s'il mesurait mentalement à quel point ce qu'il venait de me dire était vrai, avant de me demander « Selon vous, John, à quoi me suis-je fié pour décider de faire cette opération ?» Il me parut évident de lui répondre « Vous avez analysé le marché, réfléchi et pris votre décision en conséquence. » Il sourit et me dit « Trop nombreux sont ceux qui accordent une importance démesurée à l'analyse technique, alors que le succès repose avant tout sur un solide système de gestion du risque, appuyé sur une maîtrise de la finance comportementale, le tout combiné à une gestion émotionnelle optimisée. » Il s'arrêta un instant, levant le regard sur une magnifique toile, une immense anthropométrie d'Yves Klein accrochée au mur de son bureau. « Voyez-vous, l'art rend la vie plus intéressante, John. C'est une source d'ouverture infinie vers la sensibilité, la pleine conscience. » Excusez-moi, je m'écarte du sujet. Puis il reprit la conversation. « Venez, je vais vous montrer quelque chose. » Il se leva pour se diriger vers l'une des nombreuses armoires métalliques qui garnissaient tout un mur de la pièce. Je le suivis. Je remarquai alors que cette armoire portait la mention « New York » et que chacune de celles qui la jouxtaient était consacrée à une grande place financière. Il ouvrit les portes de l'armoire. Elles contenaient des centaines de DVD, soigneusement rangés sur les rayonnages et portant chacun, sur une étiquette, des dates et des horaires. Des milliers d'heures d'enregistrement et de copies d'articles de presse, d'analyse, de commentaires, me précisa-t-il, avant de poursuivre. Je les ai étudiés et continue chaque jour de les enrichir jusqu'à m'en imprégner. Combiné avec l'analyse des prix, de la volatilité et des graphiques, j'ai comme un second cœur qui sent les pulsations du marché et me donne donc de précieuses informations sur les tendances à venir. C'est pourquoi vous venez de sentir que le pétrole allait partir à la hausse à très court terme ? Exact, John, et il ajouta d'un ton ferme et avec un regard de lion. N'essayez pas d'obtenir quelque chose du marché. Rendez-vous disponible. À force de travail, de persévérance, de souplesse d'esprit et d'expérience, vous saisirez ce que le marché a à vous offrir. Pour en revenir à la raison pour laquelle j'ai décidé d'acheter des contrats futurs sur le pétrole, sachez qu'elle n'a pas fait qu'obéir à un raisonnement rationnel classique, analyse, déduction minutieusement élaborée, conclusion réfléchie. Je me suis fié surtout, en finalité, à mon intuition, à mon feeling marché tout simplement. Je ne dirais pas que je fus choqué qu'un homme aussi brillant que lui ait fait appel à son intuition en priorité, le terme serait trop fort. Mais je fus quand même surpris et passablement décontenancé. Je ne pus d'ailleurs m'empêcher de lui en faire la remarque. Je m'étonne qu'un homme de votre talent et de votre expérience puisse se fier prioritairement à un facteur aussi aléatoire, si ce n'est irrationnel, que son intuition pour se lancer dans une aussi importante opération de trading sur le pétrole. Il eut un petit sourire amusé où je décelai une trace d'ironie et me répondit. Mais, John, l'intuition n'est pas ce que vous croyez. Elle n'est pas le produit de l'imagination prétendument réservée aux artistes. C'est au contraire une pensée très rationnelle qui est le fruit de beaucoup de travail et d'une longue expérience. Car elle est le résultat et l'expression de la fabuleuse masse d'informations que nous avons stockées sans en avoir conscience. Et que nous renouvelons au fil des jours, des semaines, et des mois à force de travail et d'analyse et d'imprégnation par conséquent. Il fit une pause et ajouta. Travailler et s'informer et travailler, c'est développer son intuition de trader. Exactement comme faire de la musculation c'est développer ses muscles. Il avait certainement raison, car sur l'écran, les cours du pétrole coté à New York commençaient à rebondir. Il se leva, probablement pour se dégourdir les jambes, et alla éteindre tous les écrans de contrôle. Je lui posai une question qui m'intriguait à propos du travail qu'il me conseillait vivement d'effectuer, nécessité que je comprenais parfaitement par ailleurs. Manifestement, vous ne passez pas vos journées entières à travailler devant vos écrans. En outre, vous devez remplir vos fonctions de chef spirituel de votre communauté et assurer vos différentes obligations, séminaires, conférences, interviews données aux médias, et d'autres choses encore probablement. Vous n'êtes donc pas en permanence en phase avec les marchés, contrairement à ce que vous recommandez. Ne confondons pas tout, John. D'abord, je passe une partie de mon temps à observer les marchés qui m'intéressent et à m'informer de l'actualité mondiale politique, économique, industrielle, environnementale. Ce qui est une première chose. Mais surtout, le travail intensif que je vous ai conseillé est un préalable indispensable qui vous permettra justement de vous immerger dans les marchés, afin de forger avec patience l'intuition dont je vous parlais il y a quelques instants.
Mais je ne vous ai jamais dit de monter la garde devant vos écrans. Sur quoi, il ajouta, outre le fait qu'ils commettent des actes impulsifs et irréfléchis, les traders les plus nombreux pensent qu'ils doivent être tout le temps sur les marchés et effectuer des transactions. Or rassurez-vous, il y a une vie après le trading et de cette vie, je sais en profiter, croyez-moi. Et je vous conseille d'en faire autant. Sur ce, nous prîmes congé. Visiblement Yungan Lama avait affaire. Je passais le reste de la journée à étudier des centaines de graphiques du pétrole, en remontant 10 ans en arrière. Le lendemain matin, pas de Yungan à la salle à manger comme d'habitude. Visiblement, il s'était absenté. Je pris mon petit déjeuner et demandai à Sri s'il y avait une pièce avec un ordinateur pour accéder au marché. Aucun problème, John, suis-moi. À New York, les cours du WTI avaient ouvert à 83,10 $. La veille, il était retombé un moment à 71,90 $ pour finir à 22h à 75,10 $. Visiblement, l'ordre d'achat des 100 contrats supplémentaires avait été exécuté. Et là, l'ordre de vente des 200 contrats venait de l'être également. On assistait ce matin à l'une des plus fortes hausses quotidiennes du pétrole depuis les 12 derniers mois. Soudainement, derrière moi, je sentis comme une présence. C'était Yungan Lama qui, comme si de rien n'était, me dit « J'ai d'autant moins de mérite que le pétrole WTI fait partie de mes spécialités. Comme je vous l'ai dit, je trade avec peu de produits, options et futurs. Et essentiellement sur le DAX allemand, le S&P américain, et sur certaines matières premières comme le pétrole WTI principalement. En toute logique, la limitation de mon champ d'intervention me permet de le connaître avec plus de précision. Et d'en savoir toujours plus à son sujet. Vous pensez donc qu'il vaut mieux se spécialiser sur certains marchés plutôt que d'opérer un trading tous azimuts avec ce que nous considérons être les opportunités du moment? Bien sûr, et je vous le recommande vivement. D'ailleurs, tous les grands traders n'interviennent que sur quelques marchés dont ils sont des spécialistes. Et là encore, grâce à un travail intense et à une expérience qui obéit au principe de la boule de neige. Plus elle tourne, plus elle devient grosse. Une question me brûlait évidemment les lèvres, tellement elle allait de soi. Et quels sont les domaines d'intervention qu'un homme de votre expérience pourrait me conseiller? Son visage devint grave et il réfléchit un instant avant de me répondre. C'est une question délicate que vous me posez là, John. Non pas qu'elle soit indiscrète, mais parce que sa réponse ne dépend pas de moi, mais de vous. Comment cela? Comme je vous le répète, quitte à vous saturer les oreilles, le trading exige énormément de travail d'observation et d'information à large spectre. Ce travail, vous n'aurez ni la volonté ni le courage d'aller au bout si vous ne vous sentez pas motivé. Autrement dit, si vous ne portez pas un intérêt personnel aux marchés sur lesquels vous intervenez. Ce qui revient à dire que ma réponse ne peut et ne pourra toujours être que de trader sur les marchés par lesquels vous vous sentez spontanément attiré. Il n'en demeure pas moins que le contexte économique, industriel et démographique actuel va inévitablement favoriser la hausse, et même la forte hausse, de certains produits, lui répliquai-je. Vous avez parfaitement raison, les matières premières, industrielles et alimentaires, entre autres. Je pense également au secteur du médicament ou à celui de l'armement. Mais cela n'empêchera en rien le rôle essentiel de la motivation, donc de l'intérêt personnel. Si nous n'avons pas un intérêt personnel à faire quelque chose, nous le faisons mal ou nous ne le faisons pas, tout simplement. N'avez-vous pas dit que l'argent, en gagner j'entends, ne saurait constituer une motivation suffisante? Lui ai-je répliqué. Je dirais même que c'est une excellente façon d'en perdre et de multiplier les échecs. Mais pour ce qui me concerne, les marchés du WTI, j'adore. Et trader avec, j'adore encore plus. Regardez là, le pétrole, regardez. Il est à 83,50 $. Nos 200 contrats vendus. Ce qui nous fait un peu plus de 200 000 $ de gains. Un rapide calcul mental me permit de vérifier que l'objectif prévu avait été dépassé. Quand je le fis remarquer à Yungan Lama, il me fit une réponse simple et directe. Les objectifs sont faits pour être dépassés, mon cher John. Ce matin-là, j'avais vécu les derniers moments du trader que j'étais avant de rencontrer Yungan Lama. J'étais prêt, je le sentais, j'allais devenir celui dont jamais je n'aurais rêvé, même dans mes rêves les plus fous, un trader qui gagne, doublé d'un homme comblé. Avec les plaisirs de l'esprit, ceux de la chair font bon ménage. 1. Aux États-Unis, journée d'action de grâce très populaire pour remercier Dieu de ses bienfaits. Célébré le 4e jeudi de novembre aux États-Unis. 2. Jour de la fête nationale aux États-Unis. 3. Dollar en argot américain. 4. Continued News Network, littéralement, chaîne d'information en continu. 5. News Flow, flux des informations. 6. Profil psychofinancier, photographie de l'ensemble des schémas émotionnels d'un individu face à l'argent, incluant son seuil de tolérance au risque lorsqu'il se trouve en position sur les marchés. 7. West Texas Intermediate,
Pétrole brut léger qui sert, avec le Brent, de référence pour les échanges commerciaux. Spot signifie le cours en vigueur pour une transaction immédiate. 8. Une figure est, en analyse technique, une configuration graphique destinée à anticiper l'évolution des cours. 9. Texas Light Sweet, ou WTI pour West Texas Intermediate, est un type de pétrole brut, utilisé comme standard de référence pour la fixation des prix sur la bourse new-yorkaise des matières premières, NYMEX. Chapitre 10. Les masseuses de l'esprit. Les hommes pratiquent le stress comme si c'était un sport. Madeleine Ferron. Un Indien atypique. L'économie occidentale ne connaîtrait une expansion durable, comparable à celle de l'après-guerre, que si nous options collectivement pour un nouveau modèle de développement. C'est la thèse que défendait le livre que j'avais passé une bonne partie de l'après-midi à lire. L'auteur proposait une sorte de plan Marshall en faveur des pays défavorisés, qui représentent les 5/6 de la population mondiale. De quoi donner du grain à moudre à nos entreprises. Puis il s'engageait dans de savantes considérations sur le financement d'une telle opération. Je dois avouer que j'étais un peu ailleurs. La pensée d'avoir gagné 100 000 $ en seulement quelques heures avait quelque peu perturbé ma lecture. Le soleil commençait à décliner. Je demandai à Sri de me celler un cheval. Il choisit un magnifique alezan sur lequel je fis une longue randonnée solitaire dans les collines, histoire d'ancrer ce que Yungan Lama m'avait enseigné. Durant cette promenade j'eus un flash qui me permit de prendre conscience à quel point, avant mon initiation, je travaillais les marchés comme un amateur. Comme un amateur médiocre. Comme tous les matins maintenant, ou presque, je pris mon petit déjeuner avec Yungan Lama et les membres les plus matinaux de la communauté. Tout en continuant à manger, le chef, comme j'aimais à l'appeler désormais en silence, m'avait tendu une enveloppe, avec pour seul commentaire. Selon nos accords, à l'intérieur, un ordre de virement de 100 000 $ à mon nom. Avec le même laconisme, il se concentra de nouveau sur le contenu de son assiette, ne me laissant même pas le loisir de le remercier. Je glissai l'enveloppe dans la poche de ma chemise et me mis à me sustenter copieusement, comme c'était apparemment la règle à l'ashram. Quand il eut terminé son petit déjeuner, satisfait comme un chat qui vient de laper la dernière goutte de sa soucoupe de lait, Yungan Lama me déclara. Aujourd'hui, John, c'est jour de d'été, je veux dire de détente totale. Que diriez-vous si je vous proposais d'en profiter pour que nous allions faire une petite excursion? J'accepte avec plaisir. Certain que son excursion devait avoir une valeur initiatique ou un sens symbolique, c'était même fébrilement que j'acceptais la proposition. Un quart d'heure plus tard, nous nous retrouvions dans le 4x4 dont, selon son habitude, il avait pris le volant. Et nous roulions en direction de Sacramento. Une fois arrivé en ville, il se gara devant une agence de l'American Express, en me disant « Allez voir, John, si votre virement est bien arrivé. Je vous attends. » Il me revint alors à l'esprit que je ne l'avais pas encore remercié. Je réparai aussitôt mon oubli. C'est gentil de votre part, John, mais c'est ce dont nous étions convenus. Ce qui est promis et doit donc être tenu. Sinon, il n'y aurait plus de confiance possible. Et sans confiance, pas d'affaire. Ce que l'honneur exige, l'intérêt financier bien compris de chacun le commande. Donc, dépêchez-vous, nous avons une longue route à faire. Dans la banque, en attendant qu'on me confirme l'arrivée des 100 000 $, je repensais à la formule de Yungan Lama. Ce que l'honneur exige, l'intérêt financier bien compris de chacun le commande. Admirable formule. Je n'allais pas l'oublier de sitôt, car elle avait un sens encore plus essentiel. Sens qui me serait bientôt révélé. Nous voilà sortis de Sacramento. Nous roulions droit au sud, vers San Diego et le Mexique. Yungan Lama resta silencieux un long moment, probablement perdu dans ses pensées. Et ce n'est que lorsque nous eûmes parcouru une bonne trentaine de miles qu'il me demanda. Selon vous, John, pourquoi ai-je tenu à vous faire gagner cet argent? Vous croyez que c'est pour vous faire plaisir? Je ne crois pas que ce soit pour me faire plaisir. Vous m'avez toujours témoigné beaucoup de bienveillance et de sympathie, et je vous en suis profondément reconnaissant, mais à ce point, ce serait étonnant. Et surtout, ce serait contre-performant en ce qui concerne mon initiation. Car cela pourrait me donner à penser qu'on peut gagner beaucoup d'argent sans rien faire, ou en laissant travailler les autres. Celui qui a gagné cet argent, c'est vous, pas moi. Bien raisonné, John, remarqua-t-il, avant que je ne poursuive. Comme mes pertes en bourse m'ont passablement perturbé et stressé, je crois que vous avez voulu me rassurer et me rendre confiance en moi. Sinon, j'aurais pris le risque de me mettre à trader avec pour seule idée de gagner de l'argent. Ce qui est l'un des moyens les plus sûrs d'en perdre, m'avez-vous dit. Exact, je l'ai fait dans l'intention que vous puissiez trader en toute tranquillité d'esprit, en ne vous préoccupant que de votre process de trading, et non dans le but de vous renflouer à tout prix. Ce qui est toujours particulièrement stressant. Mine de rien, je lui dis. Si j'ai bien compris, le stress, c'est le thème du jour.
Pour toute réponse, il se contenta de sourire. Preuve que j'avais visé juste. Nous roulions toujours vers le sud. John, connaissez-vous l'histoire de Jesse Livermore? Me demande inopinément Yungan Lama. J'ai entendu parler de lui, mais sans plus. Sans tenir compte de ma réponse pour le moins évasive, Yungan poursuivit. Jesse Livermore a été l'un des meilleurs traders de tous les temps. Pendant de longues années, il a obtenu des résultats étonnants et accumulé une fortune colossale, au point qu'il était devenu la légende vivante du trading. Et puis, si je peux m'exprimer ainsi, la belle mécanique s'est détraquée. Comment ça? À partir d'un certain moment, il s'est mis à commettre des erreurs, à essuyer échec sur échec. Et, surtout, à perdre de plus en plus d'argent. Ceux qui l'ont connu à cette époque racontent que son caractère avait changé, pas en bien, évidemment. Il était devenu nerveux et hésitant, lui qui avait toujours été très sûr de lui. Comme c'est fréquemment le cas, plus il a voulu se refaire, plus il s'est enfoncé. Tant et si bien qu'il s'est complètement ruiné en peu de temps, et que c'est dans ces tristes conditions qu'il a fini son existence. Édifiant, non? Connaît-on le pourquoi du changement de sa façon de trader et ce qui lui a fait perdre la main, en quelque sorte? Le stress, cher John. Le stress. Là, il y avait quelque chose que je ne comprenais pas très bien. Je posais la question à Yungan Lama. Pendant de nombreuses années, celle où il a connu une fantastique réussite et fait fortune, il a été apparemment insensible au stress. Et voilà qu'il en a souffert à partir d'un certain moment de sa vie, au point de perdre tous ses repères de trader et de se ruiner. Comment expliquez-vous cela? Les marchés évoluent dans un environnement de stress et d'agitation. Et les meilleurs traders savent ne pas se laisser déstabiliser par les résultats à court terme. Cela a été le cas de Jesse Livermore pendant de nombreuses années, où il a fait preuve, à cet égard, d'un remarquable contrôle du stress. Alors, que s'est-il passé? À la pression permanente liée à son métier est venue s'ajouter, à partir d'une certaine période de sa vie, celle de graves préoccupations familiales, notamment conjugales. C'est cela qui l'a profondément déstabilisé. Ensuite, il a été pris au piège du cercle vicieux des échecs qui s'enchaînent, de la perte de confiance en soi qui ne cesse de s'accentuer, et ainsi de suite. Jusqu'à la triste fin qu'il a connue. À ce propos, une question pratique me vient à l'esprit. Puisque vous parlez de mauvaises passes, comment récupérer après une perte, afin d'éviter de tomber dans le cercle vicieux de l'échec dont vous venez de parler? Comment récupérer après une perte? D'abord, en prenant une semaine de vacances. Ensuite, en étant défensif, jamais offensif. Il faut reprendre confiance en soi en recommençant à trader avec des montants faibles. Je tirais une conclusion des propos qu'il venait de tenir. Un trader qui veut réussir doit donc veiller à éliminer de sa vie le maximum de perturbations environnementales, émotionnelles et affectives. Non seulement, mais un grand trader a une vie équilibrée et pratique une activité physique qui le détend et optimise son mental, comme le yoga, les arts martiaux ou la méditation, par exemple. Ces activités, du moins celles qui vous correspondent le mieux, sont de véritables masseuses de l'esprit. C'est du reste pourquoi je vous ai amené ici aujourd'hui. Surgi de nulle part, perdu en plein désert, le lieu le plus déroutant que j'ai jamais vu. La coexistence baroque de cultures totalement différentes. Un campement indien traditionnel, des bâtiments bas ultramodernes aux couleurs criardes abritant une poste, un bureau des affaires indiennes et des boutiques. D'énormes panneaux publicitaires lumineux, un vaste parking où stationnaient à peu près tous les types de voitures récentes. Une foule aussi nombreuse que dans une station balnéaire en plein été. De vrais Indiens ou ce qui me sembla être des touristes jouant aux Indiens. Et, assommant le tout, le soleil écrasant de la Californie du Sud, toute proche du Mexique. Après m'avoir soufflé, pas banal, n'est-ce pas? Yungan Lama se gara dans le parking, et nous sortîmes de notre 4x4 climatisé pour nous plonger dans cette étuve. Apparemment familier des lieux, il se dirigea directement vers le bureau des affaires indiennes, tout en me disant « Je vais d'abord vous présenter à Éclair du matin, le chef de ce clan familial de Chumash qui exploite ce Capharnaüm. Vous verrez, c'est un personnage lui aussi. J'imaginais un chef d'une noblesse hiératique, empanaché de plumes multicolores et habillé de vêtements en peau bariolée. C'était une erreur. La soixantaine alerte, vêtu d'une chemise à carreaux et d'un gant, coiffé d'une casquette I Love NY, Éclair du matin avait tout d'un businessman chasseur de greenbacks, y compris le gros Havane qu'il fumait nonchalamment assis derrière un bureau. En nous voyant entrer dans son quartier général, un large sourire lui vint aux lèvres. Il se leva, posa son cigare dans un cendrier, avant de serrer à l'étouffé Yungan Lama dans ses bras, en lui donnant de grandes claques sur l'épaule et des « mon ami, mon frère » à tour de bras. Après que Yungan Lama m'eut présenté, j'eus droit, à mon tour, à ses effusions musclées. Remis, l'un et l'autre, de cet accueil démonstratif, Yungan Lama et moi refusâmes le verre de tequila qu'il nous avait proposé.
ce qu'il regretta visiblement, tout en s'en servant personnellement une large rasade. Après quoi, nous prîmes tous les trois place autour de son bureau. À la satisfaction évidente de l'intéressé, Yungan Lama m'expliqua qu'Éclair du matin, surfant sur la vague de l'écologie et du bio, avait trouvé un filon particulièrement rentable pour son clan. Il organisait, pour des citadins argentés, des séjours de retour à la nature. Ses clients dormaient sous des tipis, étaient censés se nourrir des produits de leur chasse et de leur cueillette, s'habiller de vêtements indiens traditionnels. Enfin, il s'évertuait à vivre tout comme les Chumash d'avant la conquête espagnole. La formule connaissait un succès fou, au point qu'Éclair du matin préparait l'ouverture de 2 nouveaux villages de retour à la nature à proximité de la frontière mexicaine et qu'il la revendait, sous forme de franchise, à des communautés indiennes d'autres États, en ayant réservé l'exclusivité à son clan pour toute la Californie. Une entreprise hyper prospère gérée de main de maître. Parfaitement exact, confirma Éclair du matin, entre 2 bouffées de Havane et avant de se resservir une lichette de tequila. Et si nous en venions maintenant à la raison précise de notre visite ici aujourd'hui? Suggéra Yungan Lama. Éclair du matin est un ami de longue date, poursuivit-il. Un ami de bien avant qu'il n'ouvre son premier village de retour à la nature. Quand il m'a parlé de ce projet, je lui ai proposé de le compléter par la création d'un centre anti-stress. Il a été immédiatement d'accord et c'est ce que nous avons fait. Et il se trouve que ce centre est également une grande réussite. N'est-ce pas? Ajouta-t-il en se tournant vers Éclair du matin, qui surenchérit. Une réussite très au-delà de toutes nos prévisions. Il est vrai que, dans ce monde complètement déboussolé et perturbé, les gens ne savent plus à quel saint se vouer pour se débarrasser de leur stress. Alors ils accourent en masse. Le délai d'attente pour effectuer un séjour dans notre centre est actuellement de plus de 3 mois. Et nous n'en sommes qu'au tout début. Après une autre bouffée de Havane, qu'il savoura manifestement avec un plaisir extrême, il ajouta. D'ailleurs, si Yungan est d'accord, nous allons maintenant vous le faire visiter. Après le hochement de tête approbateur de l'intéressé, il appuya sur un bouton placé sur son bureau. Une secrétaire stylée, mais déguisée en indienne par respect de la couleur locale, fit son apparition. Il lui dit qu'il lui confiait la boutique, et, qu'en cas de besoin, elle pourrait le joindre sur son portable. À l'ombre du bâtiment des affaires indiennes était stationnée une Land Rover d'un âge canonique. Nous nous y installâmes, Éclair du matin prenant le volant. Avant de démarrer, il nous déclara d'un ton désabusé. Personnellement, je préfère les berlines anglaises. Mais, voir un chef indien, qui plus est patron d'un village de retour à la nature, se balader au volant d'une Jaguar ferait mauvais effet sur la clientèle. Et ne collerait pas avec l'image caricaturale que les Blancs se font de notre peuple. C'est pourquoi je me promène dans ce vieux tas de ferraille. Mais quand je suis dans ma marina à San Diego, je me sers de ma Jaguar, que je laisse garer le reste du temps. Sur ce, l'air résigné, il mit le moteur en marche. J'appréhendais de devoir rouler longtemps en pleine chaleur dans ce véhicule sans climatisation. Mais le trajet fut bref, quelques kilomètres à peine, et, parvenu au sommet d'une colline, la piste redescendait en pente douce vers un site tellement imprévu en plein désert que je crus un instant être victime d'un mirage. Un grand bâtiment aux lignes pures et élégantes, probablement dessiné par un architecte de talent, une piscine de taille olympique, plusieurs pool-houses d'un style tout aussi harmonieux, le green d'un golf de 18 trous, et une végétation luxuriante. Une oasis de verdure et de sérénité. Voici notre centre, bien-être illimité, annonça Éclair du matin, qui s'était arrêté au sommet de la côte pour nous permettre d'admirer ce panorama à vous couper le souffle. Après avoir observé un moment de silence, il précisa. Je dis notre, car c'est Yungan Lama qui a assuré le financement de l'opération. Par amitié pour moi, c'est vrai, mais aussi et surtout parce qu'il considère que la lutte contre le stress devrait être une priorité des politiques de santé nationale. Yungan Lama confirma d'un hochement de tête les propos d'Éclair du matin, puis me dit. Le secteur de la santé est un des grands marchés de l'avenir. Notamment dans son segment associant santé et bien-être. Ne l'oubliez pas, John. Le restaurant gastronomique du centre étant plein à craquer, Éclair du matin nous invita à déjeuner dans la salle à manger privée des locaux réservés à la direction. Au menu, salade de fruits de mer, homard grillé, pointe d'asperges nappées d'une délicate sauce au vinaigre de xérès et, en dessert, un sublime sorbet de litchi, le tout arrosé d'un vin français fabuleux que Yungan Lama me dit être un Bordeaux blanc. Le repas touchait maintenant à sa fin. Après nous avoir proposé des havanes, que Yungan Lama et moi refusâmes, Éclair du matin alluma le sien selon un rituel de fin connaisseur, en tira voluptueusement une première bouffée, puis, s'adressant à moi. Nous mettons à la disposition de notre clientèle les techniques de détente les plus innovantes. Des masseuses redoutables pour la détente du corps et de l'esprit. Des coachs en développement personnel pour favoriser l'élévation de soi.
L'affluence que vous avez pu constater par vous-même en est une preuve, s'il en fallait une. Nous avons atteint un taux moyen de remplissage annuel de 96% et, bientôt, nous serons à saturation. C'est pourquoi nous allons prochainement ouvrir un deuxième centre à San Francisco, a précisé Yungan Lama. J'aimerais que vous essayiez l'une de ces techniques. Je suis persuadé qu'elle vous conviendra parfaitement, poursuivit Éclair du matin. Laquelle? Lui demanda Yungan Lama, vivement intéressé. Le tir à l'arc Chumash. Effectivement, tu as raison, c'est une excellente idée. Approuva Yungan Lama, qui en profita pour me faire un cours rapide sur le sujet. Savez-vous qu'au Japon on voit dans le tir à l'arc traditionnel non pas un sport, mais un rituel spirituel. Le japonais ne fait pas du tir à l'arc une discipline que tout sportif peut plus ou moins maîtriser en s'entraînant physiquement. Mais une aptitude de l'esprit qui se développe par des exercices et trouve sa source dans le désir d'atteindre un objectif spirituel. Ainsi, c'est contre lui-même que se bat le tireur d'élite, et la seule victoire qu'il puisse remporter est une victoire sur lui-même. Le stand de tir à l'arc Chumash était en sous-sol, sous un dôme de matière translucide teintée, qui laissait pénétrer une lumière du jour filtrée, donc non blessante pour les yeux. De nombreuses plantes vertes disposées le long des murs et l'écoulement régulier d'une fontaine complétait l'impression de sérénité. Éclair du matin choisit pour moi un arc dont les dimensions me parurent impressionnantes. Mon regard dut lui paraître inquiet, car il tint à me rassurer. Il est puissant, mais léger et d'une extrême précision. Nos ancêtres l'utilisaient pour la chasse au gros gibier. Je crois d'ailleurs, mais je n'en suis pas certain, qu'il a inspiré les arcs de compétition dont se servent les sportifs de cette discipline. Si vous le permettez, je vais vous faire une démonstration. Il se tut et se concentra intensément, comme s'il mobilisait toute son énergie mentale. Puis, il choisit soigneusement une flèche, la mit en place et tendit l'arc dans un geste lent et élégant. Et, après avoir visé longuement l'une des cibles suspendues à l'autre extrémité du stand, il décrocha son trait. La flèche atteignit exactement le point central de la cible. Un tir parfait. Yungan Lama et moi le félicitâmes de sa performance. Il eut le triomphe modeste et se contenta de me passer l'arc pour que j'effectue mon premier essai. J'imitais au mieux ses gestes en respectant le même tempo, en me concentrant au maximum comme il l'avait fait lui-même. Alors que je visais la cible, Yungan Lama s'approcha de moi pour me dire: ne regardez que la cible. Ne pensez qu'à elle, afin qu'elle seule occupe votre esprit. Pour tout dire, soyez la cible. Puis, oubliez-la, et tirez. Puis il recula pour disparaître de mon champ de vision et observa un silence complet. Attitude qu'Éclair du matin adopta lui aussi. J'étais seul face à mon tir. Coupé de toute influence extérieure, j'éprouvais soudain un sentiment de calme absolu. Une intuition me dit que je venais de découvrir la technique de relaxation qu'il me fallait. C'est à peine si j'eus conscience d'avoir décroché ma flèche. Mon résultat ne fut pas aussi spectaculaire que celui d'Éclair du matin mais, pour un premier essai, je le jugeais honorable. Ce qui fut également l'avis de Yungan Lama et d'Éclair du matin, tous deux experts en psychologie humaine. Avant de quitter le stand de tir, je voulus effectuer encore plusieurs essais, tellement j'avais été emballé par cette technique. Yungan Lama et Éclair du matin, qui avaient probablement à s'entretenir de leurs affaires, me demandèrent de les rejoindre dans les bureaux quand j'aurais terminé. Une fois seul, le sentiment de paix et de sérénité que j'éprouvais en préparant mes tirs me parut encore plus grand. Une impression de déconnexion totale, de maîtrise complète de moi-même et de mon existence. Et c'est presque à regret que je rejoignis mes compagnons. En chœur, Yungan Lama et Éclair du matin me demandèrent comment je me sentais maintenant. Je leur avouai qu'il y avait bien longtemps que je n'avais pas éprouvé un tel sentiment de détente et de plénitude de moi-même. Pour toute réponse, ils échangèrent entre eux un sourire entendu. Éclair du matin nous proposa de nous garder à dîner. Yungan Lama le remercia vivement, mais lui répondit qu'il était temps pour nous de rentrer à l'ashram. Avant notre départ, Éclair du matin m'assura que je serais toujours le bienvenu. Et, joignant le geste à la parole, il me remit une carte d'invité, privilège, qui me donnait gracieusement accès en permanence au centre et à toutes ses installations. Puis nous eûmes encore droit aux vigoureuses embrassades de notre hôte débordant d'énergie, avant de pouvoir prendre le chemin du retour. Je me promis de revenir pour bénéficier d'un de ces fameux massages ayurvédiques, prodigués par des masseuses qui avaient la réputation de faire des miracles de leurs mains. Nous roulions depuis quelques minutes, quand Yungan Lama me demanda inopinément: alors, selon vous, John, cette escapade au centre de lutte anti-stress, du temps perdu ou du temps utile? Je fus d'abord surpris par la façon dont il avait formulé sa question. D'ordinaire, après ce genre de « virée », on vous demande si elle vous a plu ou non. Mais je réalisais enfin qu'il voulait juger de mon opinion sur son aspect pratique dans le cadre de l'action en général, et du trading en particulier. Utile, bien sûr, lui répondis-je. D'accord avec vous, me dit-il, avant de poursuivre. Les Français ont un proverbe qui affirme
Il y a un temps pour tout. Ils ont parfaitement raison. Et beaucoup plus qu'ils ne le pensent. J'entends par là qu'à certains moments, nous sommes mentalement et physiquement disponibles pour l'action et au mieux de nos aptitudes. Donc pleinement performants. Alors qu'à d'autres, nous avons besoin de nous détendre et de nous changer les idées. Après un temps de silence, il continua. Je sais, ça paraît évident et pas très original. Mais la plupart des gens n'en tiennent aucun compte. Ils ne savent pas répartir leur temps de travail et leur temps de repos de sorte à parvenir à leur maximum d'efficacité. Du coup, ils perdent sur les deux tableaux, ils sont moins rentables et, en plus, se fabriquent un stress incroyable qu'ils pourraient facilement éviter, s'ils apprenaient à organiser rationnellement leurs emplois du temps. Je dus admettre, qu'une fois de plus, il avait raison. D'autant que j'avais fait personnellement l'expérience de cette gestion contre-productive de soi. Ce que je ne lui cachais pas. C'est vrai que, lorsqu'on n'est pas partant pour le travail, les résultats qu'on obtient sont généralement médiocres ou franchement mauvais. Au point qu'il faut souvent recommencer ce qu'on a fait. Et comme si cela ne suffisait pas, on stresse beaucoup, ou du moins trop facilement. En fait, on nous demande de travailler, mais on ne nous apprend pas à travailler efficacement. Bien vu, bien dit, John, fut son seul commentaire. Après m'avoir appris comment repérer les phases dans lesquelles on est dispo pour un travail de qualité, et celles où l'on a vraiment intérêt à faire autre chose dans la mesure du possible, Yungan Lama changea de sujet de conversation. Êtes-vous parvenu à être la cible quand vous avez tiré à l'arc, comme je vous l'ai conseillé, John? Vous dire que j'y suis complètement arrivé, ce serait vous mentir. Mais j'ai pu sentir ce que vous vouliez dire. Et c'est vrai que j'ai éprouvé un sentiment de profonde relaxation. Ne vous inquiétez pas, avec l'habitude, vous y parviendrez parfaitement. Surtout quelqu'un comme vous. Une fois de plus, il faisait allusion à mon supposé statut de borne fort, sans m'en dire davantage, fidèle à une ligne de conduite qu'il semblait s'être une fois pour toutes fixée. Ma question ne devait pas être dans l'ordre de ses préoccupations, compte tenu du conseil qu'il me donna alors. Et que je n'oublierai jamais. Eh bien, quand vous traderez, soyez votre méthode comme vous serez votre cible quand vous tirerez à l'arc. N'ayez que ça à l'esprit, et rien d'autre, absolument rien d'autre. Croyez-moi par expérience, car c'est le moyen le plus radical pour s'épargner le stress du trading. Et n'oubliez pas non plus les escapades régulières comme celles que nous avons faites aujourd'hui. Le tout trading, c'est du tout stress garanti. Ce fut à mon tour de lui poser une question. Comment un bouddhiste comme vous peut-il s'adapter à la pensée et à la vision du monde d'un chef Chumash comme éclair du matin? Parce que je suis bouddhiste, justement. On nous enseigne l'ouverture d'esprit, la curiosité dans le bon sens du terme, et l'absence d'a priori. En un mot, la recherche du vrai sans nous laisser abuser par les apparences. Toutes qualités qui sont d'ailleurs également nécessaires à un bon trader. Pour déterminer l'attitude qu'il adoptera, tout en respectant sa méthode, il doit aborder les marchés sans préjugés. Nous sommes rentrés à l'ashram alors que la nuit commençait à tomber. Avant de dîner, j'eus le temps d'aller me doucher et de prendre des notes. Je sentais que quelque chose se préparait. Ce n'était plus qu'une question de maturation. Cette journée, je ne le saurais que plus tard, allait être le tournant décisif d'une opportunité historique pour moi. Un Indien de Californie, dont la population fut décimée au XIXe siècle par le raz-de-marée de chercheurs d'or venus du monde entier dans l'espoir, presque toujours déçus, de faire fortune. 2. Une façon de désigner les dollars en argot, en raison de la couleur verte du verso des billets de banque américains. Chapitre 11. Le sésame de la sécurité financière. La vertu coûte parfois, mais elle paye toujours en retour. José Narosky. Barracuda 5h30 du matin. Je fus réveillé en sursaut par la sonnerie du téléphone. Encore dans les brumes d'un sommeil profond, je décrochai. C'était Yungan Lama. Pardonnez-moi, John, de vous réveiller si tôt. Mais nous devons aller à San Francisco. Nous avons rendez-vous en début de matinée. Je vous expliquerai tout à l'heure. Préparez-vous, je vous attends. Je pus à peine lui dire que j'en avais pour quelques minutes, qu'il raccrocha. Le temps de me doucher, de me raser et de m'habiller, j'étais prêt et je faisais mon entrée dans la salle à manger. Entre deux bouchées de ses œufs au bacon, Yungan Lama me déclara. Je n'en attendais pas moins de vous, John. Mais prenez quand même le temps de déjeuner. Ventre plein dès le matin assure journée sans chagrin, dit-on. Je ne sais pas si c'est vrai, mais faites toujours comme si c'était le cas. Il me laissa me servir à mon tour puis, pendant que je mangeais, m'expliqua, en langage télégraphique. Mon vieil ami Larson Hill, de San Francisco, nous a invités, cette nuit, à une partie de pêche au gros. Un mail qu'il m'a envoyé à 11h du soir. J'ai répondu OK, il nous attend pour lever l'ancre. Je ne m'attardai pas à table. Nous allâmes chercher le 4x4. Yungan Lama ouvrit le coffre, dans lequel il me montra un grand sac en peau, en me disant « De la part d'Éclair du matin. Il me l'a remis à votre intention pendant que vous étiez seul au stand de tir. J'ajoute, pour la petite histoire,
qu'il vous a trouvé très bien. Qu'est-ce que c'est, lui demandai-je, bien que j'eusse ma petite idée sur la question. Un arc de chasse Chumash. Une preuve d'estime à votre égard tout à fait particulière de sa part. J'ai oublié de vous le donner en rentrant hier soir, excusez-moi. Cela dit, je ne pense pas moins de bien de vous que lui. Juste le temps de le remercier, et nous étions en route. Tout en conduisant, il poursuivit ses explications sur son ami Lars O'Neill. Il a fait fortune dans la presse et Internet. Et ce n'est qu'assez récemment qu'il s'est intéressé au trading, pour lequel il a révélé assez vite des dons exceptionnels. Ce qui lui a permis d'accroître encore considérablement sa fortune. Mais il ne trade pas pour l'argent, ce qui contribue à faire sa force et sa réussite. Il négocia avec brio le virage d'accès à la highway, puis continua. Quoi qu'il en soit, Lars O'Neill est désormais l'un des meilleurs traders au monde. Il en possède d'ailleurs les 4 vertus cardinales. C'est pourquoi j'ai tenu à vous le faire rencontrer. Non seulement c'est un homme brillant, mais c'est aussi un homme absolument charmant. Un ami fidèle sur lequel on peut compter. Et comme il contrôle, directement ou indirectement, la presque totalité des médias de la côte ouest, il sera pour vous un soutien précieux auquel vous ne ferez jamais appel en vain. Et si le courant ne passait pas entre nous? Ce serait toujours possible, mais cela m'étonnerait beaucoup, me rétorqua Youngan Lama, en s'engageant sur la bretelle qui conduisait à l'aéroport de Sacramento. Comme lorsque nous étions allés à LA, nous avons effectué le vol Sacramento-San Francisco à bord du jet privé de la communauté piloté par Youngan Lama. À l'aéroport de Frisco nous attendait un homme d'une 50aine d'années, grand, mince, réservé et habillé de gris muraille, que Youngan Lama me présenta comme l'homme de confiance et le confident de Lars O'Neill. Il nous salua avec un profond respect et nous précéda vers une de ces limousines à 6 places qui n'en finissent pas, dans laquelle il nous invita à nous installer. Ce genre de véhicule qu'affectionnent les VIP et que je juge personnellement tape à l'œil et du plus mauvais goût. Après nous avoir prié de nous servir en boisson dans le minibar embarqué, notre cornac se mit au volant et démarra. Conduisant avec la souplesse d'un chauffeur de la présidence, il s'engagea sur l'autoroute qui conduisait en ville, puis dans la circulation dense de Frisco, au cœur de laquelle je le sentis apparemment aussi à l'aise qu'un poisson dans l'eau. D'un naturel peu bavard, il n'ouvrit la bouche que pour nous signaler laconiquement que nous étions en train de doubler le fameux tramway nommé Désir, avant de découvrir, au sommet d'une côte, la féerique baie de San Francisco, baignant dans le soleil matinal. Peu de temps plus tard, nous étions sur les quais. Puis, bientôt, nous nous sommes arrêtés devant l'embarcadère d'un superbe cabine cruiser qui devait faire au moins 20 mètres. Nous étions arrivés. Lars O'Neill était un homme d'une 60aine d'années, souriant et d'un abord simple et avenant. Il nous salua chaleureusement, traitant Youngan Lama comme un ami de très longue date. Il se montra particulièrement bienveillant à mon égard, une fois que Youngan Lama lui a dit que j'étais un garçon brillant promis au plus bel avenir dans le trading. Pendant que 2 skippers levaient les amarres et que son homme de confiance, toujours aussi peu bavard, prenait la barre, il nous invita à nous installer autour de la table placée sur le pont, sur laquelle était servi un petit déjeuner digne d'un 5 étoiles. Je me contentais, comme Youngan Lama, d'un jus d'orange et d'une part de salade de fruits. Lars O'Neill, lui, fit honneur aux différents plats préparés par son cuisinier, dont on pouvait penser qu'il l'avait débauché d'un grand restaurant français. Nous sommes passés sous le Golden Gate, dont toutes les voies étaient déjà encombrées par une intense circulation. Puis nous avons mis le cap sur le large. Youngan Lama et Lars O'Neill parlaient de la situation géopolitique et économique du monde, qui les inquiétait manifestement. Les propos qu'ils échangeaient n'étaient pas en effet d'un optimisme débordant. À les écouter, nous allions tout droit au-devant de sérieux problèmes planétaires, en raison de l'exacerbation des nationalismes, alors que l'époque aurait dû être à la solidarité et à la coopération internationale. Les hommes sont décidément incorrigibles, constata amèrement Lars O'Neill, avant de se servir des rognons flambés au madère et d'ajouter, comme pour se justifier. Il faut avoir le ventre bien calé pour pêcher au gros, messieurs. Nous le rassurâmes sur ce point, en lui précisant que nous nous étions copieusement sustentés avant de partir de l'ashram. Rasséréné, il mangea ses rognons en toute bonne conscience. La côte avait maintenant disparu au-delà de l'horizon et les creux étaient plus profonds. Un vent de nord-nord-ouest soufflait en forte rafale, soulevant une écume qui venait nous cingler le visage. Un temps idéal, ça va mordre, remarqua Lars O'Neill, en se harnachant à son siège placé à la poupe du cabine cruiser, à côté des 2 autres prévus à l'intention de Youngan Lama et de la mienne. 2 skippers nous aidèrent à nous installer et à nous équiper à notre tour. Me voyant découvrir avec curiosité ma canne et mon moulinet de dimension inhabituelle pour moi, Lars O'Neill me demanda. « C'est la première fois que vous allez pratiquer la pêche au gros ?» Je dus lui avouer que oui, c'était la première fois. « Ne vous inquiétez pas, tout se passera bien. Je suis certain que vous avez toutes les qualités nécessaires, me dit-il d'un ton rassurant,
approuvé par un hochement de tête confiant de Yungan Lama. Puis il lança sa ligne avec toute la dextérité du vieil habitué. Nous pêchions maintenant depuis près de 2 heures, lançant régulièrement avec force nos lignes, actionnant vigoureusement nos moulinets, au point que j'éprouvais des douleurs à tous les muscles de mon bras droit. Mais rien, pas la moindre touche pour aucun de nous trois. Yungan Lama et Lars O'Neill n'en demeuraient pas moins impassibles et sereins. Comme si leurs multiples tentatives infructueuses n'entamaient en rien leur détermination. Comme si attendre patiemment une première prise faisait partie intégrante et naturelle de la réussite de leur partie de pêche en mer. Du coin de l'œil, Yungan Lama dut remarquer mon air dépité, qui devait se lire à livre ouvert sur mon visage. Comme s'il énonçait une évidence, il se contenta de me dire « La sereine patience est une clé de succès qu'on ne répétera jamais assez. Que ce soit à la pêche au gros, dans le trading ou dans toute autre activité humaine. » Puis, un pas vide, il relança sa ligne encore une fois. Les paroles d'un roc de volonté, homme d'expérience et sage qui plus est, commenta seulement Lars O'Neill, sans quitter l'horizon des yeux. Car le ciel se couvrait progressivement de gros nuages sombres de plus en plus épais. De plus en plus menaçants. Si bien que la lumière avait pris des tonalités crépusculaires. Nous allons essuyer un bel orage. Accrochez-vous, ça va cogner, grommela Lars O'Neill d'un ton détaché. La mer s'agitait de plus en plus. Les vagues dépassaient maintenant la coque du bateau. J'eus un moment l'impression que ma dernière heure était arrivée. Le comportement imperturbable de mes 2 compagnons me fit alors réaliser pleinement un fait qui ne s'était jamais imposé avec autant de force à mon esprit. En cas de revers ou de difficulté, la plupart des gens réagissent en s'énervant ou en paniquant. Ce qui revient à se placer dans les pires conditions pour trouver des solutions aux problèmes qui se posent. Une fois le calme revenu, je ne pus m'empêcher de demander à Yungan Lama comment il faisait pour rester si imperturbablement serein en de telles circonstances. Là où je suis, je vis. Et toujours passionnément. Peu importe où je suis et ce que je vis, se contenta-t-il de me répondre. J'en tirai la conclusion que, plus les choses traînent ou vont mal, plus il faut vivre l'instant présent avec calme et optimisme. On dispose ainsi de l'intégralité de ses moyens de réflexion et d'action. Cela aussi devait s'apprendre, j'en eus la certitude. Et dans une mer redevenue, elle aussi, sereine, je relançai ma ligne comme si c'était la première fois, en m'efforçant de ne pas penser à toutes mes tentatives infructueuses précédentes. Il tombait maintenant une pluie diluvienne, une pluie drue et glacée qui nous cinglait le visage, poussée par les bourrasques du vent qui avait tourné au nord. C'est alors que je ressentis une vive tension sur ma ligne. Je faillis en lâcher ma canne, qui avait brutalement pris une courbure inquiétante. Mon premier réflexe fut de reprendre du fil, accentuant encore plus la courbure préoccupante de ma canne, qui me sembla sur le point de se briser net. Donnez-lui du mou, me dirent en chœur Yungan Lama et Lars O'Neill. Ce que je m'empressais de faire. Ma canne reprit un profil normal et le fil se détendit, ballotté en tous sens par les crêtes des vagues qui venaient heurter bruyamment les flancs du navire. Mais le répit fut de courte durée. Sous l'effet d'une nouvelle secousse, j'eus l'impression que mes 2 épaules venaient de m'être arrachées. Et ma ligne se retrouva aussi tendue qu'une corde de violon. Par un geste rotatif de l'index, Yungan Lama m'indiqua qu'il me fallait encore donner du fil à ma proie. Puis, confirmé par un hochement de tête approbateur de Lars O'Neill, il me souffla. Nous voilà partis pour un long bras de fer avec le gaillard que vous avez ferré, John. Il va falloir vous armer de patience et de persévérance. À peine avait-il dit ces mots, qu'une autre secousse, encore plus violente que la précédente, faillit tout emporter. La ligne, ma canne, mon siège et moi avec. J'étais trop affairé pour regarder ma montre, mais ma lutte pied à pied avec ma prise dura une bonne heure. Rien ne m'aurait fait renoncer. J'avais trop envie de remporter ce mano à mano avec ma proie. Mètre par mètre, parfois centimètre par centimètre, je la ramenais péniblement sous le bastingage. Et, aidé par Lars O'Neill et Yungan Lama qui s'étaient munis de gaffes, je réussis à la hisser à bord, où elle continua à faire des bonds impressionnants sur le pont avant que notre hôte ne l'assomme. Nous restâmes tous trois debout, immobiles et silencieux, à contempler cet énorme poisson maintenant inerte. Moi, heureux mais en nage malgré la pluie qui continuait à tomber obstinément. C'est un barracuda qui doit bien peser dans les 40 kg et mesurer son mètre 80, le bougre. Bravo John, superbe prise. Commenta admirativement Lars O'Neill, sans se rendre compte qu'il m'avait appelé par mon prénom comme Yungan Lama. Mais ce détail me parut dépourvu d'importance, comparé à la victoire que je venais de remporter sur moi-même. Nos 2 skippers emportèrent le barracuda, puis Lars O'Neill me donna une chaleureuse tape sur l'épaule et nous déclara. Nous avons bien mérité d'aller manger un morceau, messieurs, avant de nous précéder à l'intérieur du bateau. C'est alors que je regardai enfin ma montre. Il était 4 heures de l'après-midi. Yungan Lama prit la parole en premier,
après que l'Arsenal ait donné l'ordre de regagner le port en raison d'un bulletin météo annonçant un avis de tempête sur zone. Il y a quand même de curieux hasards dans la vie, dit-il en s'adressant à l'Arsenal. Aujourd'hui, j'avais prévu d'aborder avec John les 4 vertus du grand trader. Et voilà que notre partie de pêche mouvementée est venue les illustrer à point nommé. Au point d'ailleurs qu'on pourrait penser que tout cela avait été manigancé d'avance, ce qui n'est pas le cas, évidemment. Je n'ai tout de même pas engagé le barracuda pour qu'il vienne mordre à la ligne de l'un d'entre nous. Curieux, en effet, commenta l'Arsenal songeur, en se servant une part de melon blanc absolument délicieux. Très curieux même, ajouta-t-il, manifestement perplexe, après un instant de silence. Dès qu'on écarte le rideau des apparences, et celui des habitudes qui nous rendent aveugles à la réalité, on découvre que nous sommes entourés de mystères insondables, remarqua Yungan Lama qui, lui, s'était contenté de se servir seulement 2 kiwis joliment découpés. Pourriez-vous être plus précis, car le thème que vous abordez m'intéresse beaucoup, lui demanda l'Arsenal qui, intrigué, en oublia un instant le contenu de son assiette. Craignant que la conversation ne s'écarte du trading, je m'adressai à Yungan Lama, avant qu'il réponde à notre hôte. Et quelles sont ces vertus que doit avoir un grand trader? La première, je ne le répéterai jamais assez, c'est de se doter d'une méthode d'intervention qui permet de prendre des positions fiables et constantes dans le temps. J'ajouterai que, plus encore qu'une vertu, c'est la clé de toute réussite. L'Arsenal, apparemment rassasié maintenant, reposa ses couverts dans son assiette et, s'adressant à moi, apporta avec conviction de l'eau au moulin de Yungan Lama. Je ne peux que confirmer ce que vient de dire mon ami Yungan Lama qui, comme vous le savez, est un grand expert. La méthode est la marque de tout bon trader et le pilier du succès en bien des domaines. J'ajouterai à ce propos, il s'interrompit un instant pour demander au skipper maître d'hôtel de nous servir du café, puis poursuivit. J'ajouterai, disais-je, qu'il faut être bien conscient de 2 choses. Une bonne méthode constitue, pour un trader expérimenté, une sorte de formule magique qui finit par lui permettre de prendre position quand le marché lui offre les meilleures chances de gain, et de rester en dehors du marché quand ce n'est pas le cas. Mais elle a également pour avantage décisif de structurer et de discipliner son esprit. C'est pourquoi je n'hésite pas à dire, un trader qui gagne, c'est la méthode qu'il s'applique. Yungan Lama avait écouté avec attention ce que disait l'Arsenal, exprimant par des mimiques répétées son complet accord. Après quelques instants de réflexion, il remarqua. Jouer en bourse et perdre beaucoup d'argent, c'est à la portée de tout le monde. Le plus difficile, en définitive, c'est de se contrôler soi-même et de gérer son risque quand le marché va à contresens de nos positions. C'est là que se fait la différence entre le succès et l'échec. À travers les hublots, je vis que la tempête devait se rapprocher. Le roulis avait pris une ampleur qui nécessitait d'avoir le pied marin. C'était apparemment notre cas à tous. J'en profitais pour demander à mes 2 compagnons. Et quelle serait, selon vous, la deuxième vertu d'un grand trader? Sans hésiter une seconde, Yungan Lama et l'Arsenal répondirent quasiment d'une seule voix. La mère de toutes les vertus, qui porte le nom de persévérante constance. Ils rirent de leur belle unanimité et, après s'être priés mutuellement de prendre la parole, c'est l'Arsenal qui développa leur point de vue commun. D'abord, je ne crois pas que ce que nous venons d'énoncer soit une qualité qui ne soit nécessaire que dans le trading. À ma connaissance, la persévérance et la constance dans sa mise en œuvre sont indispensables pour réussir dans toutes les formes d'activités humaines. Sauf à gagner au loto, on ne bâtit pas une fortune durable du jour au lendemain. Il but une gorgée de son café, et poursuivit. S'il ne serait pas sérieux de contester le rôle essentiel de la persévérance et de son corollaire, la constance, il me paraît important de préciser pourquoi elle se révèle déterminante. Car l'énorme travail d'information sur les marchés et sur le contexte géopolitique et économique qu'un bon trader doit s'imposer doivent être le fruit d'une constante discipline. Et s'améliorer, sans cesse s'améliorer, doit être le fruit de la persévérante constance. Et cette qualité doit être encore plus soutenue, alliée à une discipline renforcée, après une période prolongée de perte par exemple. Le tout, bien entendu, à condition d'avoir foi en soi-même et en sa méthode. Yungan Lama prit la parole à son tour. Je ne peux qu'exprimer mon plein accord avec ce que vient de dire mon ami Lars. Mais je voudrais signaler une situation relativement fréquente, si ce n'est fréquente, où il est plus que jamais essentiel de faire preuve de persévérance, de constance et de discipline. Je veux parler des cas où les marchés semblent démentir une intuition bien ancrée, suivie d'une analyse que l'on a sur leur évolution à moyen terme. Pourriez-vous me donner un exemple? Demandai-je. Imaginez le cours du gaz naturel qui, après la crise de 2008, est resté désespérément bas pendant que le pétrole montait. On avait l'intime conviction qu'il sera bientôt fortement à la hausse. Là, il faut savoir tenir bon, mais jusqu'à un certain point,
le point au-delà duquel nous estimons que notre analyse n'était pas pertinente. Là, il faut savoir couper ses positions. Et il faut une grande discipline pour le faire. Comme il faut une grande discipline et une grande confiance pour rester en position et patienter un peu plus longtemps que prévu. D'ailleurs, si vous prenez le gaz naturel, il aura fallu attendre plus d'une année avant de voir les cours reprendre le chemin de la hausse. À ce propos, fit remarquer Lars, je tiens à souligner un point essentiel, ne pas être sous-capitalisé. Autrement dit, avoir assez de capital pour suivre une position qui va contre vous. Youngan Lamy ajouta avec force. Lars, t'es toujours aussi fidèle à toi-même. Tu viens de mettre le doigt sur un point capital. L'argent en effet est, en trading, ce que sont les munitions pour une armée. Rien ne sert de trader si vous manquez de munitions. Mais à ce propos, je souligne que personnellement je ne dépasse jamais un levier 1 de 2 et le plus souvent, mes positions ont un levier autour de 0,5. Une objection me vint à l'esprit. Mais si on éprouve notre conviction pour se rassurer inconsciemment parce qu'on a beaucoup perdu et qu'on désire se refaire à tout prix, au point de nier les évidences? C'est Lars O'Neill qui me répondit. C'est là qu'une méthode rigoureuse va révéler, entre autres circonstances, son rôle décisif. Comme elle démentira votre conviction, vous saurez que celle-ci n'est pas rationnelle et qu'elle se résume en fait à une illusion. À condition de vous fier scrupuleusement à votre méthode, et non à votre sentiment, évidemment. N'est-ce pas, cher ami? Ajouta-t-il en se tournant vers Youngan Lama. Bien sûr, commenta brièvement celui-ci, avant d'évoquer une autre situation. Autre point où il faut absolument être persévérant, c'est dans la construction progressive d'une position solide, pour obtenir un résultat optimal par rapport à votre levier, sans lequel il n'y a pas de gain important en bourse. Incontestablement. Approuva Lars O'Neill. Nous étions entrés dans la baie de San Francisco. Il pleuvait toujours autant, mais la mer était nettement moins agitée, et le cabin cruiser avait retrouvé la stabilité qui en faisait un petit palace flottant. Que diriez-vous de passer au salon? Nous y serons plus confortablement installés? Suggéra Lars O'Neill, que ces multiples activités n'empêchaient apparemment pas de cultiver un art de vivre d'un goût très sûr. Digne d'une villa hollywoodienne, le salon du cabin cruiser était décoré et meublé luxueusement. Et équipé de toute la technologie high-tech que pouvait s'offrir un milliardaire, notamment de 2 écrans à LED de 55 pouces qui occupaient quasiment tout un panneau mural. Comme s'il avait lu dans mes pensées, Youngan Lama revint justement sur un point essentiel qui marqua mon esprit. La plupart des gens croient à tort que les grosses plus-values en bourse se font sur l'augmentation subite et spectaculaire de la cote d'un titre. Le cas existe, c'est certain, mais ce n'est pas le plus fréquent. Et surtout, ce n'est pas ainsi qu'on gagne rationnellement beaucoup d'argent. On gagne durablement en travaillant des positions bien construites avec des produits tels que les contrats sur futur ou les options d'achat ou de vente sur indices ou matières premières, par exemple. Un bon trader n'est pas quelqu'un qui a de bons tuyaux ou une chance insolente. C'est un tacticien lucide et scrupuleux qui applique avec discipline une stratégie raisonnée. Le contraste entre l'image réelle qu'il donnait du trader et celle qu'en a le public était tel que je lui en fis la remarque. Le portrait que vous brossez du vrai trader est à des années-lumière du spectacle qu'offrent les médias. C'est certain, mon cher John. Du reste, vous avez employé à juste titre le terme « spectacle ». C'est bien de cela dont il s'agit. Tout dans l'apparence, bien peu, sinon rien, dans le fond. C'est pourquoi, la plupart du temps, et vous l'avez sûrement remarqué, les Golden Boys font 3 petits tours sous les sunlights des marchés avant de disparaître définitivement dans la trappe de l'oubli. Les Golden Boys ne sont que des frimeurs qui n'ont rien dans la cervelle. Et on les a vus à l'œuvre pendant les crises boursières. Pas terrible pour 90% d'entre eux, commenta laconiquement Lars O'Neill. Youngan Lama l'approuva sans réserve. Je suis d'autant plus de votre avis, Lars, qu'une autre vertu cardinale du grand trader est l'humilité. En matière de trading, comme en tout domaine d'ailleurs, l'ego est l'ennemi de la réussite et du succès. Trop d'ego tue la lucidité et verrouille la personnalité. Et, se tournant vers moi. Pour votre bien, surtout ne l'oubliez jamais, John. La grosse tête, c'est l'accès garanti à la vallée des perdants. À mon intention, Lars O'Neill surenchérit. L'humilité est comme un sésame qui ouvre toutes les portes. Et c'est une des caractéristiques du grand trader. Car un ego surdimensionné met un trader en péril. Il est susceptible, et même il risque fort, de le conduire à faire les pires erreurs. Tout particulièrement quand il gagne, en provoquant chez lui un sentiment terriblement trompeur d'infaillibilité et d'invulnérabilité. D'où cette ligne de conduite dont il ne faut jamais déroger, précisa Youngan Lama, restez modeste. Toujours et toujours modeste, surtout et à plus forte raison quand on remporte des succès dont on pourrait légitimement être fier et se flatter. Des gains importants peuvent provoquer une euphorie et une surestimation de soi à haut risque. Lars O'Neill et lui étaient décidément sur la même longueur d'onde.
Souvenez-vous qu'à Rome, derrière les généraux victorieux honorés du triomphe, se tenait toujours un esclave qui leur répétait sans cesse, pour qu'ils gardent la tête froide, « N'oublie pas que tu es mortel ». Se prendre pour un dieu du marché, c'est la ruine assurée. En fait, le grand secret ou le grand art, c'est de ne pas se surestimer, sans pour autant se sous-estimer. Ni l'un ni l'autre, dis-je. Yungan Lama sauta sur l'occasion pour me rappeler son idée maîtresse. D'où toute l'importance de rester toujours l'attention rivée sur sa méthode. Elle doit devenir votre seconde nature. Un grand trader est dans sa méthode, pas dans son nombril. Comme le mauvais temps persistait, Yungan Lama s'était inquiété de notre retour à l'ashram. Lars O'Neill avait appelé le service météo de l'aéroport, qui lui avait annoncé la fin du passage de la dépression en début de soirée, vers 20h. Notre hôte nous avait donc invités à dîner avec lui sur le bateau, ce qui nous permettrait d'attendre en sa compagnie des conditions météo favorables. Après quoi, il demanda au skipper de nous envoyer le cuisinier du bord, qui ne tarda pas à faire son apparition. Et après s'être informé de nos désirs, il nous proposa un repas léger, huîtres, sole meunière au champagne et aux petits légumes et, en dessert, un sorbet au citron. Je me fis la réflexion que si, selon l'adage, l'argent ne fait pas le bonheur, il le rend tout de même sacrément confortable. Puis nous en revînmes à notre débat sur les 4 vertus clés des grands traders. C'est Yungan Lama qui reprit la parole en premier. À propos de prudence, elle est justement, selon moi, la 4e qualité essentielle des traders qui réussissent. Si le trading n'est en rien un jeu de hasard, enchaîna Yungan Lama, il faut tout de même tenir compte des côtés souvent irrationnels des intervenants. À trop en tenir compte, ne risque-t-on pas de devenir alors timoré ou frileux? Demandai-je à Yungan Lama. Absolument pas. Par exemple, il faut accroître sa position quand le marché est favorable et va dans votre sens mais, dans le cas contraire, couper rapidement ses pertes s'avère le plus souvent nécessaire. Il ne faut pas mégoter ou jouer petit jeu comme un boursicoteur, mais ne pas non plus avoir peur d'investir franchement quand on se sent en terrain plus sûr. Pour ma part, par exemple, je n'engage des sommes importantes et ne me mets en levier de 2 que lorsque je me sens en phase absolue avec le marché. Ce n'est pas une garantie de ne jamais subir de pertes, mais ça les limite sacrément, croyez-moi. Ajouta Lars O'Neill. Ce que vient de dire mon ami Lars est essentiel, poursuivit Yungan Lama. Car laisser filer ses pertes accroît de manière exponentielle les risques de paniquer, donc de commettre l'erreur de couper vos positions au pire moment, sous l'effet d'une pression morale trop forte. Une remarque me vint à l'esprit. Si je comprends bien, il est indispensable de ne jamais se laisser prendre au piège redoutable d'une spirale de l'échec. Oui, John, c'est exactement ça. Le secret, c'est d'être le plus souvent possible dans un climat financier et moral de gagne. Les 2 grands dangers qui guettent le trader, reprit Lars, sont la panique qui nous pousse à faire n'importe quoi et se croire Dieu le Père, qui nous fait faire des actions totalement irrationnelles. Nous avons continué à parler pendant le dîner. Puis, après avoir remercié chaleureusement notre hôte de son accueil, nous prîmes congé. Mais il ne l'entendit pas de cette oreille. Il tint à nous raccompagner lui-même à l'aéroport. Ce qui témoignait de sa part d'une estime toute particulière à notre égard, me confia plus tard Yungan Lama, une fois que nous fûmes seuls dans l'avion. Le vol San Francisco-Sacramento se déroula sans encombre. À minuit, nous étions de retour au ranch. Yungan Lama fit aux membres de la communauté encore debout un récit épique de mon affrontement, titanesque, avec le Barracuda. De quoi renforcer certainement ma réputation de borne fort au sein de l'ashram. 1. Levier, montant engagé sur les marchés par rapport à votre capital. Un levier de 2 signifie que vous investissez par exemple 50 000 € sur vos positions, alors que vous ne disposez que de 25 000. Chapitre 12. L'alpha et l'oméga du trading. Le talent a besoin de gestion. André Siegfried. La clé. Si la vie est faite d'imprévus, je sais aujourd'hui que la chance, c'est de savoir les embrasser. Ce matin, pas de Yungan Lama en vue. Un événement imprévu, dont j'ignorais encore toute la portée, l'avait contraint à quitter le ranch. Il avait chargé Sri de me prévenir que notre séance d'initiation du jour se déroulerait dans l'après-midi, à partir de 14h. Encore fatigué de la partie de pêche, j'en profitais pour traîner dans la salle à manger. Je feuilletais d'anciens magazines disposés sur une table basse comme dans la salle d'attente d'un dentiste. Mon attention fut attirée par un article consacré à l'équipe Ferrari de Formule 1. Son auteur mettait l'accent sur le travail minutieux fourni toute l'année par les membres du team, dans le but de remporter les quelques courses du circuit des grands prix internationaux. Un travail énorme de tous les jours, pour quelques heures de compétition. Je lus également un article passionnant, sur l'ancien industriel nommé Fritz Schlumpf, dont Yungan Lama m'avait raconté la fabuleuse histoire. Cet homme était le créateur de la plus importante collection de voitures anciennes au monde. 600 voitures entièrement restaurées. Un génie dont le sens du détail fut poussé au point qu'il réussit,
en 1970, a créé une reproduction à l'identique de la fameuse Bugatti Royale. Lisant ces deux articles, je ne pus m'empêcher de faire un parallèle avec l'activité d'un bon trader tel que me l'avait décrite Yungan Lama. Un très gros travail d'information, d'observation des marchés, de réflexion stratégique. Et des opérations seulement quand des opportunités se présentaient. Le respect scrupuleux d'une méthode efficace, un grand contrôle de soi et une discipline rigoureuse constituent les garde-fous du grand trader. Yungan Lama fut de retour pour le déjeuner. Comme il ne fit aucun commentaire sur les raisons de son absence, je m'abstins de lui poser la moindre question à ce sujet. Mais je lui parlais des réflexions que m'avait inspiré l'article sur le Team Ferrari et celui sur Fritz Schlumpf. Il me répondit que, curieusement, il avait prévu d'aborder cette question au cours de notre entretien de l'après-midi. Et il poursuivit par un commentaire sur ce qu'il appelait la convergence des pensées, sorte de transmission de pensée entre les êtres qui ont de profondes affinités. Était-ce une allusion indirecte à mon statut de born fort ? Impossible de le savoir avec un homme aussi subtil que lui. 1 heure plus tard, nous étions dans son bureau, assis autour de nos cafés, ce qui était devenu pour nous un rituel que nous respections aussi scrupuleusement qu'il faut respecter sa méthode de trading. Et c'est dans le même état d'esprit que nous terminâmes nos cafés, avant de commencer notre entretien. Avec juste raison, vous avez établi un parallèle entre le travail de fourmi du Team Ferrari et celui auquel se livre un bon trader, qui sait limiter ses interventions sur les marchés au moment qu'il juge opportun. C'est, de sa part, une marque d'efficacité et de prudence ? Yungan Lama acquiesça, poursuivant aussitôt. Être tout le temps sur les marchés n'est pas la solution pour gagner de manière constante. Les traders qui prennent le temps d'attendre les meilleures opportunités augmentent considérablement leur probabilité de succès. Prendre position doit être le fait d'une convergence de raisons valables, si je comprends bien ? Bien dit, John, une convergence de raisons valables. Sinon, mieux vaut rester au lit. Souvenez-vous de Fritz Schlumpf. Il a procédé à l'achat de 600 voitures de collection en 2 ans. Puis il mit 20 ans à les restaurer pour en faire une collection homogène. L'un de ses coups de génie fut lorsqu'il acquit ses 600 autos. Le marché des voitures anciennes était au plus bas. Il s'envola dans les 2 années qui suivirent. Mais sa collection était faite. Il avait frappé un grand coup avant tout le monde. Aujourd'hui, la valeur de la collection Schlumpf avoisine le milliard d'euros. Or il l'a acquise l'équivalent d'1 seul million d'euros il y a 40 ans. Bluffant, non ? Il faut donc agir massivement, mais au bon moment ? Demandai-je. Entre autres, oui, à l'image du guépard, animal docile et capable d'attendre toujours le meilleur moment pour attaquer sa proie, le trader d'exception sait attendre le moment idéal pour se positionner. Et si son scénario ne se valide pas, il sait sortir du marché, ou tout au moins gérer ses positions, pour éviter des pertes qui s'amplifient et deviennent trop douloureuses. Intuitivement, je savais que ce qu'il venait de dire n'était qu'une entrée en matière. Que le meilleur restait à venir. Et ce fut bien le cas. La gestion du risque est sans doute la clé la plus essentielle pour réussir sur les marchés comme dans les affaires. Après ma déroute boursière, qui m'avait amené à l'ashram suivre son enseignement, Yungan Lama trouva en moi un auditeur particulièrement réceptif. J'aurais voulu avoir 4 oreilles pour ne pas perdre une miette de ce qu'il m'apprenait. Aussi, je lui demandais, « Vous venez de me dire que la gestion du risque est une clé fondamentale pour réussir sur les marchés et dans les affaires en général. Pourriez-vous me donner plus de détails à ce sujet ? Comme je vous l'ai répété plusieurs fois, John, le trading est d'abord et avant tout une question de discipline de l'esprit et, par conséquent, de méthode. Mais pour avoir les idées claires, encore faut-il se trouver dans un état d'esprit qui s'y prête. Sommes-nous d'accord ? Parfaitement, lui répondis-je. Or 97% de ceux qui opèrent sur les marchés ont un comportement moutonnier. Le dernier crack, comme tous les autres cracks d'ailleurs, en est la plus belle illustration. La fameuse crise des subprimes aussi. Car tous les banquiers se sont mis, au même moment, à se repasser des produits financiers hybrides, à base de dette immobilière et de je ne sais quoi encore. Et au pire de la crise, le marché a fortement rebondi. C'est dire combien est vraie la maxime que j'ai faite mienne. La bourse voit du mieux quand tout le monde broie du noir. Ce qui prouve à l'évidence, si je comprends bien, que les opérateurs se laissent contaminer par ce que fait la masse des intervenants. Voilà qui est bien résumé, John. Regardez par exemple la panique qui se généralise lors d'un crack. Les intervenants perdent leur sang-froid et leur objectivité. Dès lors, ils se trouvent dans l'impossibilité de gérer les risques. En bref, la gestion du risque n'est plus qu'une tempête d'émotions. Il en est de même dans les affaires, quelles qu'elles soient. Il s'était tu, comme s'il avait été au bout de son idée. Mais il se ravisa. Reprenons. Fritz Schlumpf fut un industriel du textile. C'est de là que venait sa fortune, celle qui lui permit de constituer sa collection. Mais dans les années 70, toutes les industries de textile françaises allaient mal.
La faillite n'était pas loin. Pour les grands patrons de cette filière, ce fut la déroute. Y compris pour Fritz Schlumpf. Mais lui, au lieu de mettre son argent à l'abri, il plaça la plus grosse part de sa fortune dans son musée. Et lorsque la révolte des ouvriers gronda, il fut contraint de partir en exil pour ne jamais plus revoir son musée, qui fut nationalisé. Injustice suprême pour cet homme, auquel on a tout pris et qui n'était en rien responsable de la crise du textile. Mais quel rapport avec la gestion du risque ? Demandai-je. Sa réponse fut immédiate et sans ambiguïté. Parce que tout indiquait qu'il ne devait pas créer son musée en France. Plusieurs signes précurseurs l'avaient en outre averti du risque de saisie de son musée. Le prince régnier de Monaco lui avait d'ailleurs offert de l'abriter. Un signe de la providence que Schlumpf n'a pas su voir. En réalité, il tenait, coûte que coûte, à faire son musée dans sa ville natale. Son attachement sentimental lié à sa mère, qui était mulhousienne, avait pris le dessus sur la raison. Sentiment et business ne font jamais bon ménage. Si nous ramenons cela au sujet qui nous occupe, je veux parler des traders, c'est un peu la même chose. Il ne faut pas s'attacher à une position ou à une action comme si on avait un lien affectif avec elle, fis-je remarquer. Je vois que vous comprenez de mieux en mieux, John. Les traders en effet, lorsqu'ils sont en proie, selon le cas, soit à une inquiétude susceptible de provoquer chez eux des espoirs totalement infondés, soit à des blocages émotionnels qui les empêchent de prendre les décisions qui s'imposent, augmentent considérablement les risques de perte. Pourrait-on dire qu'ils se mettent alors en quelque sorte sur le mode espoir ? Exactement. N'oubliez jamais que l'éventualité la plus lourde de risque est celle où l'on nourrit des espoirs infondés. C'est pourquoi il faut impérativement éviter d'entrer sur le mode espoir, qui ne permet plus d'analyser pratiquement et sereinement la situation réelle du marché. La ruine n'est jamais loin dans ce type de gestion. Oui, mais comment l'éviter, justement ? Lui demandai-je. Encore une fois, j'eus nettement le sentiment qu'il pesait soigneusement la manière dont il allait formuler sa réponse. D'abord, en vous souvenant toujours que gagner n'est pas une question de chance, de hasard ou de bons tuyaux, mais de méthode, et que travailler en bourse l'esprit froid et serein est l'une des bases de toute méthode sérieuse. Faire en sorte de rester toujours sur le versant sérénité est un des secrets de la réussite. Pensez à l'image du tireur d'élite, qui se doit d'être serein et concentré. Là, une question me sauta à l'esprit. D'un point de vue pratique, comment savoir qu'on est bien sur ce versant sérénité ? Tant que vous êtes capable de tenir compte de vos gains potentiels, votre objectif, sans jamais négliger vos pertes possibles, vous pouvez avoir la certitude que vous êtes toujours sur ce bon versant. C'est de cette manière que vous serez en sécurité, que vous saurez bien gérer vos risques. Là aussi, pensez au tireur d'élite. S'il tremble, il loupe sa cible. J'allais formuler une objection lorsqu'il y répondit avant que je n'ouvre la bouche, je voudrais ajouter un point essentiel. Soyez toujours pleinement conscient que le fait de couper une mauvaise position n'est pas à mettre à la rubrique des pertes, mais des opportunités latentes. Que voulez-vous dire ? C'est très simple. Couper une position perdante permet souvent de se libérer du poids émotionnel de la perte. Et de passer à autre chose. Tant qu'on est en position, on ne perçoit pas le marché de manière totalement neutre et détachée. On le perçoit d'une manière partisane, subjective, comme hypnotisé par ce qu'il devrait être en fonction de la position qu'on a prise. Et plus le marché va contre cette position, plus on est hypnotisé et irrationnel. Ce dernier propos de Yungan Lama me persuada encore un peu plus que les émotions du trader constituent son principal adversaire. Et surtout, son principal facteur de risque. Ce qu'il ajouta alors me conforta dans mon opinion. Un trader doit avoir une bonne tolérance aux pertes et savoir tenir des positions avant que le marché ne lui donne raison. Mais il ne doit jamais être entêté au point d'être en perte d'espoir ou de repère. Par conséquent, avant tout trade, quel qu'il soit, il doit avoir un plan et le respecter. Un plan qui définit les zones dangereuses pour son capital et, par conséquent, les niveaux où, quoi qu'il advienne, il coupera ou allégera sa position. Le secret pour y parvenir consiste à, soit couper ses positions pour repartir sur de nouvelles bases, soit hedger ses positions pour limiter la casse. Soit, enfin, manager ses positions de manière à faire des écarts dans le sens opposé à celui qui creuse les pertes. En fait, le bon trader est quelqu'un qui, gardant toujours présente à l'esprit la stratégie qu'il a choisie, ne prend que des risques calculés et mesurés en fonction de critères objectifs. Notamment l'effet de levier qu'il peut consacrer à son trading, remarquai-je pour moi-même à haute voix. C'est tout à fait ça, s'exclama Yungan Lama, apparemment satisfait de mon commentaire à en juger par le large sourire qu'il m'adressa, avant de compléter. Money management must be your master 2, devrait être la devise de tout bon trader. Je surenchéris. En réalité, ce ne sont jamais les autres ou les marchés qui sont responsables de nos erreurs. Perdre du temps à accuser les autres ou les circonstances est le meilleur moyen de ne pas progresser. Ces procès tous azimuts sont encore du domaine de l'irrationnel.
Alors que le trading consiste, ou devrait consister, en une rationalisation la plus complète possible d'une intime conviction qu'on a acquise sur l'évolution à venir des marchés. L'élève dépassera bientôt le maître. Plaisanta Yungan Lama. Il ne put d'ailleurs s'empêcher d'ajouter. Je ne me suis pas trompé en pensant que vous êtes un born fort. C'est-à-dire, lui demandai-je inopinément, dans l'espoir qu'il se laisserait aller à en dire plus. Mais il ne fut pas dupe de ma petite ruse. Allons, un peu de patience, John. Du reste, ne vous ai-je pas dit qu'un bon trader doit savoir se montrer patient? Alors, soyez-le encore un peu, ça ne sera que meilleur le jour où vous saurez. Me répondit-il en souriant malicieusement. Je commençais à bien connaître Yungan Lama. Il était de ces hommes qui, lorsqu'ils ont quelque chose d'important à dire, se mettent à parler doucement en détachant soigneusement leurs mots et en baissant le ton. Au contraire des gens qui n'ont rien à dire, convaincus à tort qu'en parlant fort, voire en hurlant, on les écoutera et comprendra encore mieux. Or, c'était tout juste s'il ne s'était pas mis à murmurer. Au point que je dus me montrer très attentif pour ne rien perdre ce qu'il s'apprêtait à me confier et qui devait revêtir à ses yeux un intérêt tout particulier. Quand vous entrerez en position sur les marchés, ce qui ne saurait tarder, ayez toujours présent à l'esprit le sens prioritaire imposé par la conjoncture boursière. C'est-à-dire, lui demandai-je, intrigué. C'est simple, lorsque le marché est baissier, les vendeurs ont la main. En ce cas, le sens prioritaire est vendeur. Dit autrement, la tendance générale à respecter est à la vente. Et il convient de ne pas oublier, si on est acheteur dans un marché baissier, que le sens prioritaire est à la baisse. Donc de profiter des rebonds pour vendre ou faire des écarts avec une priorité vendeuse, justement. Suis-je clair? Tout à fait. À l'inverse, poursuivit-il, un marché haussier donne un sens prioritaire acheteur. Ce qui est d'ailleurs valable pour tous les actifs, même dans la vie courante, en ce qui concerne l'immobilier par exemple. L'immobilier ou tous les marchés quels qu'ils soient, remarquai-je, se fait allant de soi selon moi. Bien sûr, approuva Yungan Lama, avant d'ajouter. Pour en finir avec l'exemple de l'immobilier, qui s'applique également au marché boursier, quand son sens prioritaire est acheteur, les prix montent, naturellement. Mais, et là nous en revenons au cas général, c'est-à-dire à l'ensemble des marchés, anticiper une baisse ou reconnaître un point culminant, un plus haut, n'est pas facile. Sauf pour un certain nombre d'initiés. Comment font-ils? J'étais évidemment curieux de le savoir. Sur les marchés, il y a des zones de prix au-delà et en deçà où le sens du marché change. Ces zones de prix peuvent être déterminées par des outils techniques. Si je prends mon propre exemple, j'utilise notamment les indicateurs de Tom DeMark et certaines figures chartistes. Mais aussi le news flow des chiffres micro et macroéconomiques, ainsi que des nouvelles géopolitiques. Enfin, comme je vous l'ai déjà dit, j'utilise le concept Ichimoku Kinkoyo. Cet outil m'aide à entrer dans ce que j'appelle la zone des initiés. Nous y reviendrons, et je vous montrerai comment ça marche pratiquement. Il s'était tu, apparemment très occupé à réfléchir intensément à ce qu'il venait de me dire. Et ce n'est qu'après quelques instants qu'il ajouta, comme s'il était parvenu à une synthèse de ses propos. Des erreurs, tout le monde en commet. Ne serait-ce que parce que les marchés peuvent changer de sens inopinément et de façon imprévisible. Mais la pire des erreurs est de penser qu'on a raison contre le marché. Être un bon professionnel, c'est être en tout temps, capable de gérer ses risques. C'est savoir respecter toutes les règles du trading en temps réel. Les outils techniques peuvent alors, et alors seulement, donner leur pleine capacité. Et après un nouveau moment de silence, rien n'interdit d'être contrariant et de construire des positions à l'inverse du sens prioritaire. C'est du reste ce que je fais souvent, mais en gardant toujours ce que je viens d'évoquer présent à l'esprit. Et toujours dans le but d'anticiper l'inversion du sens prioritaire, mais sans rester buté. Puis, en guise de conclusion, il ajouta. Pour me résumer, si vous êtes prioritairement vendeur sur un marché haussier, vous allez donc contre le marché. Soyez par conséquent extrêmement attentif aux points techniques et surtout ne soyez pas gourmand à outrance. Je souligne, et plutôt 2 fois qu'une, que vous ne devez jamais oublier que le sens prioritaire peut changer à tout moment. D'où l'importance de construire vos positions contrariennes, à la vente comme à l'achat, sur la base d'éléments précis réunis préalablement. Et n'oubliez jamais non plus, cher John, ce qu'a dit Warren Buffett au sujet des traders qui s'engagent sans parachute. On ne découvre ceux qui nagent nus que lorsque la marée se retire. Il ne pouvait pas être plus clair et plus concis. Yungan Lama avait envie de se dégourdir les jambes. Moi aussi. Pendant qu'il remettait de l'eau dans la machine à expresso, il me dit. J'ai demandé à Sri de vous aménager une cible à côté du corral pour que vous puissiez vous familiariser avec l'arc que vous a offert Éclair du matin. Je le remerciais de son attention, et j'ajoutais que ce serait avec plaisir que je pratiquerais cette activité. En posant nos 2 tasses sur son bureau, il me répondit que c'était bien naturel, puis passa à autre chose qui l'intéressait manifestement beaucoup plus. Il y a quelques instants,
vous m'avez parlé d'intimes convictions acquises à propos de l'évolution des cours sur les marchés. Je suis pleinement d'accord avec vous. Mais je tiens cependant à préciser qu'il y a intime conviction et intime conviction. Comment ça, lui demandai-je. Je veux dire par là que l'on peut parfaitement éprouver une intime conviction si l'on est anxieux, profondément pessimiste ou, au contraire, trop optimiste ou impatient de se refaire, par exemple. Dans chacun de ces cas, vous admettrez que l'intime conviction éprouvée est biaisée, et même déformée, par le sentiment que l'on ressent. Je voyais parfaitement où il voulait en venir. Mais il me devança. La bonne intime conviction, c'est-à-dire celle nécessaire à une gestion efficace du risque, doit être acquise quand on est émotionnellement neutre, donc objectif. Et je suppose qu'il en est de même à propos des intuitions, des pressentiments ou des traits de génie qu'on peut avoir, ajoutai-je. Exact. Nos pensées, nos convictions, sont fortement influencées par nos émotions. Nous n'avons pas la même opinion sur une personne ou sur une chose selon notre humeur du moment. La plupart des gens ne le savent pas et n'en ont d'ailleurs absolument pas conscience. Pourtant, c'est la première chose que l'on devrait enseigner à un décideur, et à un trader notamment. J'exprimais à haute voix la réflexion que ces propos m'avaient inspiré. Si je résume votre pensée, nous pensons avec nos émotions. Ou, du moins, à travers le filtre mental qu'elles représentent pour nous. Je ne l'aurais pas mieux formulé, John. Et à propos d'émotions, dans une méthode de trading, la gestion des niveaux de perte doit être réglée à hauteur des seuils de tolérance émotionnelle de chacun. Autrement dit, lui demandai-je, il ne faut jamais atteindre son niveau de rupture émotionnelle. Niveau de rupture émotionnelle à la hausse des gains, mais aussi et surtout dans les moments de perte. C'est le niveau auquel on perd pied et où l'on commence à faire n'importe quoi. Là, ça devient grave. Pour prendre un exemple, une personne risque 100 et se sent parfaitement bien, alors qu'une autre risque la même somme et a du coup le moral en berne. Dès ce moment, elle ouvre en grand les portes de la ruine. Mesurant toute l'importance de ce qu'il venait de dire et qui était évident, je le devançai pour tirer la conclusion de ses propos. Si l'on a une aversion au risque, inutile d'aller sur les marchés. Ce serait la faillite quasi assurée. Mieux vaut dans ce cas travailler sur soi pour augmenter nettement sa tolérance au risque. Car la vie n'est-elle pas une prise permanente de risque? Vous avez mis dans le mille, mon cher John. C'est alors que le téléphone sonna. Yungan Lama s'excusa et décrocha. À ce que je crus comprendre, c'était son secrétariat qui, apparemment, lui demandait s'il pouvait lui transmettre un appel extérieur urgent. Il accepta et eut une conversation de plusieurs minutes avec un interlocuteur auquel il donnait, sans plus de précision, le titre de Monsieur le Président. Puis, après avoir assuré à ce dernier qu'il serait à Washington dans la soirée, il raccrocha, avant de me dire « Je suis navré, John. Nous allons devoir interrompre notre séance. Je dois m'absenter. Je ne m'y attendais pas du tout. » Et après un court silence, il ajouta « À vous, je peux le dire. Je suis, officieusement bien sûr, le conseiller privé de certaines personnalités du monde de la politique et de la finance. On fait appel à moi quand il faut résoudre des problèmes que je qualifierais de délicats. C'est le cas aujourd'hui. Il se prépare un sérieux coup de tabac sur les marchés. Il va y avoir de la pression vendeuse? Lui demandai-je. Effectivement, dans le climat de crise actuel, tout le laisse prévoir. Mais je compte évidemment sur vous pour garder cette information strictement confidentielle, me répondit-il, avant de préciser. Il va sans dire que jouer en bourse la baisse des marchés constituerait, de votre part comme de la mienne, non seulement un délit, mais également un grave manquement à l'éthique qui doit être la nôtre. Il va sans le dire, répétai-je en écho. Je n'en attendais pas moins de vous, John. Maintenant, je vais devoir vous laisser. On ne va pas tarder à venir me chercher pour me conduire à Washington DC. Je m'étais rendu dans ma chambre pour rédiger mes notes. Assis à ma table, placé devant l'une des fenêtres, je vis, en levant le nez par hasard, deux panaches de poussière progressant à vive allure sur la piste qui conduisait au ranch. Je constatai bientôt qu'ils étaient provoqués par deux berlines noires aux vitres teintées, qui, en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, stoppèrent devant l'entrée de l'ashram. Comme dans un thriller politique, je vis en sortir 6 hommes qui semblaient avoir été faits dans le même moule. Costume sombre, Ray-Ban, visage fermé, gestes mécaniques, des agents du service de sécurité de la Maison Blanche. L'un d'entre eux entra dans l'ashram, d'où il ressortit bientôt portant le sac de voyage de Yungan Lama, qui le suivait. Tout le monde prit place dans les voitures, qui repartirent comme elles étaient arrivées, soulevant les mêmes épais nuages de poussière. Je me doutais maintenant de qui avait appelé Yungan Lama en consultation privée. Mais je ne soupçonnais pas qu'un jour je serais amené, moi aussi, à exercer des fonctions de conseiller occulte. Pour le moment, je terminais la rédaction de mes notes. Puis je décidai d'aller inaugurer la cible que Yungan Lama avait fait préparer à mon intention. J'avais bien mérité un moment de détente. Dans le corral,
Sri débourrait 4 un yearling anglo-arabe superbe. Un animal magnifique, mais un peu trop vif. Du moins d'après ce que je pus en juger. Car j'avais davantage l'habitude de rencontrer des joggers dans Central Park que des chevaux de concours dans un ranch de Californie. Nous avons échangé quelques mots tous les deux. J'en profitais pour le remercier et pour lui dire que la cible qu'il m'avait installée me convenait parfaitement. Puis j'allais me préparer pour une séance de tir à l'arc qui fut, pour moi, l'occasion d'une prise de conscience étonnante. Comme me l'avait indiqué Éclair du matin, je parvenais à être la tension de mon arc, la trajectoire de ma flèche et le cœur de ma cible. Complètement déconnecté de la réalité extérieure, au point de ne plus percevoir la présence de Sri, qui n'était pourtant qu'à une trentaine de mètres de moi. J'étais une conscience pure en action. Et uniquement cela. C'est alors que je réalisais que c'était cet état de conscience que je devrais atteindre chaque fois que je traderais. Que c'était la clé de mes succès et de ma réussite à venir. Et que c'était également le secret de la gestion du risque dans le trading, comme dans toute autre activité. Le soleil commençait à baisser sur l'horizon et, au loin, les rocheuses prenaient des reflets dorés. Sri venait de mettre fin à sa séance de dressage et ramenait le yearling dans son écurie. Je regardais ma montre et je constatais avec stupéfaction que j'avais tiré à l'arc pendant près de 2 heures. Alors que j'aurais facilement parié que je n'étais là que depuis une trentaine de minutes. Pendant tout ce temps, j'étais parvenu non seulement à être complètement, totalement, immergé dans l'action. Mais je m'étais également extrait d'une temporalité dont l'inexorable écoulement trouble trop fréquemment le cœur des hommes. Et leur fait commettre tant d'erreurs par l'impatience ou l'anxiété qu'elles provoquent chez eux. Je rangeai mon arc et mes flèches dans leur sac. Et je repris le chemin du ranch en éprouvant un sentiment de sérénité aiguë. Une sérénité qu'en l'absence d'autres exemples je comparais à l'attention soutenue de l'aigle volant majestueusement au-dessus du sol prêt à fondre sur la première proie qui se présenterait. C'est alors que je pris conscience que, dans le trading, comme en toute autre activité humaine de haut niveau, la réussite dépend étroitement de l'état d'esprit dans lequel on agit. Aujourd'hui, avec le recul du temps et de l'expérience acquise, je dirais que ce qui fait le grand trader, c'est certes sa méthode, mais tout autant son comportement devant une réalité apparemment aléatoire. Je venais de rentrer au ranch et j'allais me mettre à table, quand la secrétaire particulière de Yungan Lama m'avertit qu'il était au téléphone et qu'il désirait me parler. Il avait l'air pressé. En langage télégraphique, il me dit qu'on souhaitait ma présence à Washington et que je devais me préparer rapidement pour un court séjour dans la capitale fédérale. Le temps de prendre une douche, de mettre un costume présentable et de jeter quelques affaires dans mon sac de voyage, j'étais prêt. Je pensais qu'il ne me restait plus qu'à attendre le balai de limousine noire que viendrait me chercher. Mais, pour ma part, j'eus droit à un hélicoptère de la Navy qui se posa à proximité du ranch. Et à un seul homme en Ray-Ban et costume sombre, qui m'invita à monter à bord. Une demi-heure plus tard, nous étions à Sacramento Airport où nous attendait un avion cargo de l'armée, stationnant discrètement en bout de la piste de secours. Quand il décolla, j'étais très loin de me douter de l'étrange réalité que j'allais bientôt découvrir. Ni que ce voyage imprévu allait être pour moi l'occasion de savoir enfin pourquoi j'étais un born for. 1. Couvrir une position initiale perdante par une autre position, opposée. Par exemple, en faisant des allers-retours sur la couverture avec un sens prioritaire inverse de la position initiale. 2. Littéralement, la gestion de l'argent doit être votre maître. 3. Tom DeMark, célèbre analyste financier, a œuvré avec de grands traders tels George Soros, Paul Tudor Jones, Leon Cooperman, Robert Rubin et bien d'autres. L'objectif central de son approche est la mise en évidence des signes précurseurs concrets de retournement de tendance des marchés. 4. Premiers exercices disciplinés imposés à un jeune cheval qui n'est pas encore dressé. Fin de la partie 3 de ce livre audio. Abonnez-vous pour la suite.